Bienvenue à notre troisième événement VetinWeb. Après 2 ans à Beauval, nous nous retrouvons à Center Park, ici, au milieu de 250 hectares. Donc merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui nous regarderont, tous ceux qui voudront nous regarder, regarder nos conférences pourront le faire sur la chaîne YouTube VetinWeb auprès de nos 1100 cliniques adhérentes. On remercie aussi nos partenaires, la fidélité de nos partenaires pour cette troisième édition. Donc je vais les nommer quand même pour les remercier. Donc nous avons des partenaires Platinum, MSD, Virbac, Zoetis, des partenaires Gold, Centravet, BI et Lanco, et des partenaires Silver, Alcyon, Axians, Seva, Cometo, Ils, Royal Canin et TBM. Alors vous savez, VetinWeb, une des valeurs fondamentales de VetinWeb, c'est l'innovation. On se démarque en service par l'innovation. Et donc, cette année, nous avons choisi d'explorer l'apport de nos innovations technologiques dans la médecine de demain, l'intelligence artificielle, la gestion des data et les objets connectés. Alors, je vais vous faire un programme un petit peu pratique. Il y en a encore pas mal d'entre vous qui ne sont pas arrivés. On a une conférence là, qui va durer jusqu'à 16 heures. À 16 heures, il y aura un temps libre pour récupérer vos cottages, récupérer des vélos, vous installer, profiter un peu du parc. Et on se retrouvera à 18 heures pour une deuxième série de conférences. Après, nous aurons un dîner sur la terrasse à 20 heures jusqu'à 21h30. Alors tout se passe au même endroit, hein. Le restaurant est à 50 mètres. Et à partir de 21h30, on a privatisé un bowling où on sera contre nous pour un tournoi de bowling. Et puis aussi pour boire des softs ou des choses un petit peu plus alcoolisées si vous le souhaitez. Il faudra quand même être en forme demain matin à 10h pour une conférence sur la douleur connectée. Et après, on aura une autre table ronde pour déjeuner ensuite ensemble vers 13h. Et vous aurez après la remise des prix, vous aurez après-midi libre pour profiter de l'aquamode d'eau, des animaux, des balades en vélo dans ce parc. Voilà. Alors, on a voulu être assez pratique. Et donc notre série de conférences commencera avec la définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça sera un ami ou un ennemi du docteur? Après, vous verrez qu'on passera de la fiction à la réalité avec déjà des exemples concrets de services qui utilisent ces nouvelles technologies en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Je vous ai dit demain une conférence sur la douleur connectée. Enfin, on définira ensemble ce que sera le docteur en 2050. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vous propose de commencer par notre jingle avant de présenter les intervenants de notre première conférence. Alors, première conférence, vous savez, on aime bien associer les médecins et les vétérinaires. Donc, pour animer la première conférence, je vais vous présenter un vétérinaire qui est Timothée Audouin. Donc, Timothée Audouin a exercé en pratique mixte pendant 13 ans. Il est tombé dans la marmite de la santé connectée. Et pour lui, la santé connectée, c'est une transformation majeure pour notre profession, autant que la découverte des antibiotiques. Voilà, donc il est consultant en e-santé et donc son expérience est assez précieuse. À côté de lui,
Christophe Tricot, qui est docteur en intelligence artificielle. Respect. Et Christophe a travaillé pendant 20 ans avec l'intelligence artificielle pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Et il anime une start-up studio depuis quelques années qui s'appelle La Forge, a développé une dizaine de produits et a co-créé 3 start-up dans le domaine de la santé. Ils vont nous aider à définir toutes ces innovations, l'intelligence artificielle, mieux vous faire comprendre, anticiper les craintes, anticiper les atouts à travers la thématique intelligence artificielle, ami ou amie du docteur de demain. Alors comme on est même assez pratique, on a voulu sonder un peu nos adhérents pour savoir quel était leur état des lieux, leur ressenti sur l'innovation, sur toutes ces innovations, l'intelligence artificielle, les objets connectés, la gestion des data. Donc je vais vous présenter le résultat de ce sondage qu'on a fait auprès de nos adhérents, avec la question: êtes-vous familier avec les notions suivantes? Donc, les objets connectés, vous voyez, alors on a sûrement des adhérents un petit peu concernés, puisque on leur parle d'innovation et qui nous suivent pour nos services innovants. Donc, sur les objets connectés, 50% se disent très familiers. On a quand même un gros tiers, voire la moitié, qui sont un peu ou juste familiers. L'intelligence artificielle, alors on est un petit peu moins familier, hein, à peu près 50 pas du tout et 50 très ou familier. La médecine préventive, alors nos conférenciers nous diront ce qui est derrière la médecine préventive, mais les vétérinaires sont plutôt beaucoup familiers, hein, 80,3% sur la médecine préventive. Par contre, ils sont sur la médecine prédictive un petit peu plus éloignés, hein, puisque du très familier, on en a moins de 20%, hein, on est à peu près 50-50 et on ne sait pas ce qu'il y a derrière familier sur la médecine prédictive. Alors, toutes ces notions, hein, on a exploré nos adhérents pour savoir à quoi ils pensaient lorsqu'on parlait de ces notions. Donc, objets connectés, vous voyez, collier connecté, gamelle connectée, montre connectée, médecine préventive, alors je vous disais qu'ils étaient familiers, c'est vaccination, c'est bilan sanguin, c'est alimentation. Intelligence artificielle, alors vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment, le salon Vivatech, ChatGPT, l'analyse des radios avec l'intelligence artificielle, Alexa, Google Home, c'est les notions qui le rapprochent à l'intelligence artificielle. Et la médecine prédictive, hein, je vous ai dit, est bien moins connue, donc les notions de gestion, d'analyse des data, de bilan génétique, de consultation en oncologie, en oncogénétique, voilà un peu les termes qui reviennent quand on les questionne sur toutes ces notions. Alors après, on reprend notre thématique, hein, ami ou ennemi. Alors vous voyez que la crainte est surtout du côté de la collecte des données, hein, c'est-à-dire que nos adhérents ont très peur de ce qui se passe derrière la collecte des données. Alors nous, on les rassure, hein, en toute indépendance, puisque c'est notre valeur fondamentale, c'est que toutes les données appartiennent aux vétérinaires. Donc on est indépendant et on se distingue vraiment d'autres intervenants en promettant que les données restent propriété du vétérinaire. Après, on est un petit peu mitigé, vous voyez, sur les objets connectés. C'est la curiosité qui l'emporte, plus que la fascination. Un petit peu de confiance, pas trop de crainte, un peu d'espoir. On verra si, un peu comme les AMM avec nos médicaments, on peut donner confiance dans les objets connectés. Alors l'intelligence artificielle, hein, comme son nom l'indique, hein, intelligence artificielle, on est entre la curiosité et la fascination. Médecine préventive, vous voyez que nos vétos sont beaucoup plus rassurés, en confiance, puisque ça fait partie de leur univers. Hein. On verra comment on peut pousser un peu cette médecine préventive, et ça leur donne de l'espoir. Alors que la médecine prédictive, hein, comme je vous disais, ils ne savent pas trop ce que c'est, ils ne savent pas trop où aller, donc ils sont partagés entre la confiance, entre l'espoir, entre la curiosité. Heureusement, au minimum, un tout petit peu de crainte. Vous allez nous aider un peu à
à donner la bonne parole. Et sans plus tarder, donc je donne la parole à notre premier intervenant, Timothée Audouin, qui va nous expliquer si vraiment toutes ces avancées technologiques et l'intelligence artificielle doivent être un ami ou un ennemi du docteur. Merci Timothée. Un ami. Voilà. Merci Fabrice. Merci pour l'organisation. Ravi de collaborer avec Christophe parce qu'on a préparé la présentation, alors pas ensemble, mais en tout cas on s'est articulé. Donc lui est vraiment un expert, ce que je ne suis pas. Moi je revendique d'être comme vous un vétérinaire, mais qui s'est passionné pour le sujet, et donc qui est capable de le vulgariser et de vous en parler clairement. J'ai pas l'approche, là je ne sais pas pourquoi. Du coup, l'intelligence artificielle. Il faut que je rappuie sur le bouton là. Il est rouge. Voilà. Et voilà, parfait. Effectivement, c'est choquant. On se demande si c'est. Moi, j'aimerais faire un vote dans la salle. Est-ce que vous pensez que c'est ridicule? Je suis sûr que ça ne va jamais vous remplacer, que ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est évident? Alors, bon, ridicule, il y a 3 ans, ça méritait qu'on le vote. Aujourd'hui, je pense que plus personne, si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose. Qui trouve que c'est dangereux? Un tiers. Qui trouve que c'est évident? Ok. C'est marrant, c'est année après année, je pose cette question, et forcément, vous imaginez bien que les stats évoluent. Alors, concrètement, avant de parler d'intelligence artificielle, on aurait pu sonder la bêtise humaine, c'est-à-dire qu'on aurait mieux fait de travailler longtemps sur qu'est-ce que c'est que la bêtise humaine, avant de parler de ça. Première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Avant de parler d'artificiel. Qu'est-ce qu'on essaye de copier, en fait? Donc lui, il est plus ou moins intelligent, elle est vraiment pas intelligente. On a cette notion intuitive, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc il faut d'abord le définir. Ce sont des fonctions mentales qui ont pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors, pas évident à appréhender, c'est une notion qui est un petit peu vague, un petit peu floue. Comment ça se mesure? On parlera du quotient intellectuel. Ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est que c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui est inimitable, et quelque chose sur lequel on passe énormément de temps à s'appuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'on essaye que les enfants soient le plus intelligents possible, on sait que c'est un facteur de sélection naturelle, et on sait qu'on passe beaucoup de temps à enseigner, on passe quand même les 20 à 25 premières années de notre vie, c'est-à-dire à peu près un tiers de notre vie, ou en tout cas l'équivalent de la moitié de notre future vie active, à acquérir des trucs d'intelligence pour pouvoir s'en sortir plus tard. Donc il y a quand même, et le budget de l'État sur l'éducation est un des plus gros budgets, ça doit être 20%, je pense, du budget national. Donc c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour qu'on survive, pour qu'on s'adapte. Alors la photo d'en bas, c'est comment, est-ce que c'est un chien ou un chat? Alors, évidemment, vous voyez bien que c'est un mélange entre les deux. Là où je veux en venir, c'est vous reconnaissez immédiatement que c'est un mélange entre les deux. Comment vous faites pour reconnaître ça? Quelles sont les capacités que vous développez? Comment vous arrivez à faire la différence entre les deux? Et si je vous dis décrivez-moi une photo de chat, pourquoi est-ce que c'est une photo de chat et pas une photo d'un autre animal? Vous allez me dire les oreilles, le nez, etc. Mais si c'est juste un petit peu déformé, à partir de quand c'est oui, c'est non, à la limite, pas à la limite, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout petit, on vous a montré des photos de chats et on vous a dit ça c'est un chat. Et donc vous avez fait miaou miaou, on l'a fait 4, 5, 6, 10 fois pour certains, puis au bout d'un moment, vos parents étaient subjugués parce qu'ils vous montraient une photo et vous disiez ah le chat, le chat. Ok, vous avez appris à reconnaître un chat. Comment vous y êtes pris? On ne sait pas. Vous ne savez toujours pas. Vous avez identifié que ça c'était un chat, vous avez su reconnaître sur de nouvelles images que c'est un chat, mais vous ne savez pas comment vous vous y prenez. D'où la photo où vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous dites que c'est un chien ou un chat. Ben, ça c'est une capacité intellectuelle, c'est-à-dire être capable de reconnaître quelque chose sans savoir pourquoi. Vous avez votre propre méthode de reconnaissance, qui est plus ou moins bonne, vous êtes plus ou moins physionomiste ou autre, et ça c'est un facteur d'intelligence. Et vous voyez immédiatement qu'on a appris à des machines à faire ça, à reconnaître des animaux. Alors, comment on mesure l'intelligence? Le QI, vous connaissez, le QI c'est, on met tout le monde à 100 au milieu, donc la moyenne c'est 100, et on fait un écartif, donc on prend la population. Donc toute la population a toujours 100 de moyenne, parce que c'est le standard. Donc si vous êtes au-dessus de 100, vous êtes au-dessus de la moyenne, si vous êtes en dessous, vous êtes en dessous de la moyenne, et je vais vous apprendre quelque chose de très choquant, mais la moitié de la population est plus bête que la médiane. La moitié des gens que vous croisez sont plus bêtes que la médiane. Pensez-y quand vous croisez quelqu'un. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, je voulais aborder ce sujet d'intelligence, c'est une inégalité à la naissance. Comment ça a évolué sur le temps? Bonne nouvelle, ça a progressé. Ça a progressé jusque dans les années 70. Plus de stimulation, plus de scolarisation, plus d'accès à la culture, plus de motivation, parce qu'avant, il fallait apprendre un métier manuel, et après, les métiers intellectuels et de services ont pris le dessus. Pas de chance, depuis les années 90, ça baisse. Ça baisse dans le monde entier, à peu près 0,33 points
par an, ou 3 points tous les 10 ans, entre 80. Pourquoi on s'arrête à 2004? Parce qu'il il faut attendre que les gens ont 15 et 16 ans pour mesurer un petit peu près leur QI. On ne le fait pas à la naissance, donc on n'est pas capable de savoir. Donc moi qui suis né dans les années 80, je suis déjà un petit peu en dessous de ceux qui sont nés avant, et puis pour les plus jeunes que moi, désolé, c'est moins bien parti pour vous. Donc si on fait un suivi dans le temps, on se rend compte que ça baisse. Et ça, c'est la grande nouveauté. C'est pour ça que je vous parlais de bêtise humaine, on va remplacer la bêtise des jeunes par de l'intelligence artificielle. C'est quand même un concept. Alors pourquoi? Quelques pistes qui ne sont pas encore, prouvées. Plus de reproduction des gens à faible QI, ou moins de reproduction des gens à QI élevé. Bah si, les CSP+, a démontré qu'ils ont moins d'enfants que les gens qui sont d'un milieu social plus faible. Peut-être des facteurs endocriniens et peut-être des effets de la pollution. C'est que des hypothèses, hein. En tout cas elles sont publiées, donc je vous les remets. Je vous laisse lire les références que j'ai mises. Dans le monde entier, très peu corrigé par l'égalité sociale. Vous voyez que les pays pauvres et les pays riches, forcément on investit plus sur l'éducation. On a une inégalité qui correspond peu ou prou au PNB dans le monde entier, sur les niveaux de QI moyens qui sont mesurés. Après, on a d'autres facteurs qui ont pu être étudiés. À quelle heure vous avez été marié? À quel âge vous avez été marié? Est-ce que vous êtes obligé de travailler avec vos mains, etc. Est-ce que vous avez eu des taux d'emploi? Et puis, en fonction du QI, on voit bien que si vous êtes dans la moyenne, ici on est à 80%, et quand les moyennes montent, les chiffres varient. Donc là, vous avez des gros chiffres, ceux qui ont des enfants qui sont à plus faible QI, donc ça s'hérite, d'accord? Ceux qui ont des enfants illégitimes, ceux qui vivent dans la pauvreté, vous en avez quand même 46% qui ont un QI inférieur à 90. Donc il y a un vrai facteur de prédiction sociale et il y a un vrai lien entre l'intelligence qui peut se mesurer. Alors le QI, il y en a plein qui débattent, ça reste quand même la référence aujourd'hui la mieux admise, ou en tout cas la moins critiquée, c'est pour ça qu'elle fait quand même consensus. Alors l'intelligence artificielle, comment c'est arrivé? Je vais passer très vite parce que mon collègue va vous présenter plus en détail Alan Turing, celui qui a décodé Enigma, etc. Pour arriver à peu près à ce qu'on a vécu récemment et qui va vous intéresser, donc le fait qu'en 97, on a un logiciel qui batte le champion d'échecs, on pensait que c'était impossible, ça date que d'il y a 25 ans. AlphaGo, qui était un jeu plus compliqué, ça date d'il y a 8 ans. Et surtout Therapixel, Cocorico, une start-up française, qui a réussi à mieux lire les radios de cancer du sein que la pointe des meilleurs spécialistes de lecture de radio. Alors mieux lire, moins de faux positifs. Il y avait la même sensibilité, mais il y avait une meilleure spécificité. Donc c'est des femmes en moins à qui on a fait une ponction, inutilement. D'accord? Donc plus de précision. Donc sur la lecture de radio, ça y est, 2017, alors des ressources énormes, hein, tout Amazon qui est mis à leur service, tout le cloud d'Amazon de puissance de calcul, mais n'empêche que ça y est, il y a 6 ans, on a battu ça. Dans les autres étapes intéressantes, on a un logiciel qui a réussi à avoir des meilleurs scores que les étudiants sur l'examen pour devenir médecin en Chine. D'accord? En 60 minutes, il a fait mieux que les candidats, 96 de plus que la note minimale, et il l'a fait en 1 heure au lieu d'en 10 heures. C'est compliqué un examen, c'est pas juste une lecture de radio, il y a des questions, il y a des réponses à formuler, etc. etc. Et puis en Angleterre, vous avez la sécurité sociale, vous savez, ça fonctionne différemment que chez nous. Ils ont voulu, c'est gratuit, on ne paye pas la consulte, c'est que des médecins salariés, et donc ils voudraient faire du médecin virtuel avec l'intelligence artificielle, donc ils testent des logiciels, et ça y est, ils ont obtenu 81% à l'examen, donc le logiciel a réussi son examen de médecine, avec un score de 80%, quand généralement les étudiants font 72%. Donc, si je vous pose la question, au vu de ça, est-ce que vous préférez vous faire soigner par le médecin artificiel de Babylon Health ou par l'étudiant qui a eu que 60% à son examen? Vous choisissez. Et on pourra poser la question pour les vétérinaires aussi. Le concept, hop, ça, on avait zappé, pardon. Les idiots utiles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça ne marche que si on donne des données. Donc, il faut absolument que vous remplissiez ça. Les formulaires, quand vous avez appris à reconnaître des chats et que vous avez cliqué sur les cases, vous avez appris à votre logiciel à marcher. Là où je veux en venir, juste pour que vous saisissiez un petit peu les enjeux, c'est que nous, en Europe, on a mis des règlements pour protéger la donnée, donc on ne la donne pas. Ce qui fait que pour moi, et pour beaucoup de gens qui l'analysent, ça empêche l'émergence de grosses industries de l'intelligence artificielle, puisqu'ils n'ont pas une grande base de données qu'ils peuvent exploiter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du Meta, on a du GAFAM, etc., qui ont des chiffres d'affaires. Vous voyez le PIB de la France? Vous voyez le PIB de ce qu'on appelle les GAFAM? Bon, à eux 5, ils représentent plus que la France. Pour vous donner leur puissance d'investissement et leur capacité à avancer. Et on est en train de prendre du retard.
La Chine, c'est différent. La Chine, c'est vous avez besoin de mes données. Il y a une pensée encore héritée du communiste où on partage tout. Donc, si vous avez besoin de mes données pour faire quelque chose qui sert le collectif, allez-y, prenez-les. Les Américains, c'est vous voulez mes données, si vous me donnez de l'argent, je vous les donne. Et en Europe, on nous dit, bah non, on ne partage rien, on vous protège le consommateur. Donc il y a des raisons derrière tout ça. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer ou de vanter un système. Je suis en train d'en montrer les conséquences et pourquoi on a une émergence des deux pôles, asiatiques et USA. Alors, les déviances de l'IA, eh ben, en 2016, vous vous souvenez que le premier robot conversationnel, le premier chat artificiel a commencé à tenir des propos nazis très rapidement, donc ils l'ont débroché au bout de 36 heures, je crois, l'expérience n'a pas duré longtemps, parce qu'il s'était mis à insulter les gens, enfin, il copiait les réponses types des gens qui s'insultaient. Vous avez récemment des fake news, donc ça a commencé par une vidéo du président américain, là, Obama, où vous le voyez tenir un discours catastrophique, où on avait un visage qui imitait la parole avec un discours, et en fait, il prononçait avec sa bouche. Donc on commence à avoir des fausses nouvelles. Et récemment, bah, vous avez vu le pape en doudoune, vous avez vu Macron qui est en train de se préparer pour faire... il est au milieu d'une brigade de CRS là, pour aller taper sur des gens. Évidemment, tout ça, c'est des fake news, mais il y avait plein de photos. Hein. Je vous en ai une, il y en avait 50 dans plein de situations. C'était très réaliste. Et puis, bah, l'an dernier, la sortie de ChatGPT, évidemment, qui a commencé à parler d'intelligence artificielle et qui est devenu accessible au public. On a enfin pu poser des questions à un moteur d'intelligence artificielle. Pour ceux que ça amuse, en bas, je vous ai mis un petit lien, This person does not exist. C'est un petit lien, vous cliquez dessus, enfin vous le tapez là dans votre navigateur, et vous allez voir des personnes qui sont générées par IA. Et je vous mets au défi de reconnaître si elles sont vraies ou fausses. Voilà. C'est généré complètement artificiellement. Vous tapez là, This person does not exist, vous allez voir des photos. C'est que faux. Impossible de savoir que c'est un faux visage. Et vous aurez des gens de toute typologie. Hein. C'est extraordinaire. Alors, en médecine vétérinaire, qu'est-ce que ça donne? Le cœur de mon sujet, c'est-à-dire que j'avais besoin d'introduire ça pour que vous sachiez de quoi on parle. La première chose, on a 3 catégories en gros d'intelligence artificielle qui sont déclinées sur le terrain. La première qui est sortie, c'est l'analyse d'un signal, donc quelque chose d'assez binaire, hein, on a quelque chose sur une courbe qui monte et qui descend. La deuxième, on était en 2D, on avait une analyse d'une image, après on peut rajouter une 3D éventuellement. Et puis l'autre chose qui est sortie, c'est l'analyse de texte, en fait, l'analyse d'items, où on va lire dans la littérature, donc ça a été Pronodia, dont vous avez déjà entendu parler. On va détailler un petit peu ça. Le signal médical, c'est quelque chose qui existe, et on a eu une conférence il y a 4 ans par un veto qui s'appelle François Bagaini. Je vais vous montrer juste 2 extraits de ces conférences, on peut lancer la première s'il vous plaît, Est-ce que ça fonctionne? Donc l'électrocardiogramme aujourd'hui est un signal parfaitement caractérisé, c'est-à-dire que des règles ont été établies pour pouvoir l'interpréter. Et ces règles ont été établies par l'homme. Ce signal initialement analogique est aujourd'hui numérisé, ça veut dire qu'il est stocké dans la mémoire et qu'il peut être retraité par des outils logiciels dont le champ des applications est en perpétuelle expansion. Par exemple, aujourd'hui, peut-on demander à la machine, à partir d'un enregistrement d'électrocardiogramme de plusieurs heures, de détecter les séquences qui sont anormales? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Et la réponse est pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour cela, il nous faut des données. Il nous faut de la data. Et il se trouve qu'en médecine humaine, il existe des collections d'échantillons disponibles dans des bases de données en accès public, en open data. Une fois que l'on dispose de ces données, encore faut-il les constituer, les organiser en échantillons, et idéalement, il faut que ces données soient annotées. Et il se trouve que cette base contient des données annotées, et c'est parfait. Donc N pour normal, et on a du V, ouais. Donc V, c'est pour des extrasystoles d'origine ventriculaire. Donc ma stratégie, c'était de découper ces séquences de plusieurs heures d'enregistrement en petites fenêtres d'échantillons de 6 battements cardiaques, de 6 complexes PQ et RST. Et un échantillon est normal si les 6 complexes sont normaux, et il est anormal si au moins une anomalie est présente. Voilà le type d'échantillon que l'on obtient. Donc on s'aperçoit que déjà, il y a quand même pas mal de bruit sur cet échantillon. Il y a un bruit de haute fréquence qui correspond aux tribulations. Et puis un bruit de basse fréquence qui correspond aux ondulations de la ligne de base. Donc, ce signal, en l'état, il n'est pas encore interprétable directement par l'ordinateur, ou tout au moins pas avec des méthodes compatibles avec ce qu'on appelle une preuve de concept, et je reviendrai plus tard sur la notion de preuve de concept.
Donc il faut pour cela décrire le signal autrement pour que ce soit interprétable par la machine et donc créer des descripteurs. Et là, il se trouve que on a une théorie, la théorie des onglets, qui date du début du XXe siècle, donc c'est carrément pas jeune, qui elle-même est une généralisation d'une théorie encore plus ancienne, des transformés de Fourier, et bien qui permet de générer de manière très élégante et assez rapidement des descripteurs. Et là, pour le coup, j'en ai créé 110 qui sont assez résilients au bruit. Voilà ce que ça représente, c'est juste des chiffres dans des colonnes, il y a 110 colonnes. Une fois que l'on dispose de ces chiffres dans les colonnes, eh bien, on peut passer à l'étape suivante, au machine learning. Et là, il s'agit d'apprendre à la machine, d'apprendre à partir d'un set d'apprentissage et de valider ses acquis à partir d'un set de validation. Donc les résultats, eh bien, c'est une sensibilité de 96% pour une spécificité de 97%. C'est quand même pas trop mal pour moins de 2 jours de travail. La représentation graphique, c'est la courbe ROC qui permet de représenter sous la courbe tout l'ensemble des prédictions qui sont correctes et au-dessus de la courbe, dans le petit point à gauche, les prédictions qui sont incorrectes. Alors, il est important de retenir à ce stade qu'à aucun moment, aucune règle d'interprétation de l'électrocardiogramme n'a été transmise à la machine. C'est elle qui établit ses propres règles à partir des exemples transmis. Alors, oui, c'est bon. Alors, j'adore cette vidéo parce que tout est résumé dedans. D'accord? Il parle de 10 000 électrocardiogrammes qu'il a trouvés sur Internet. Alors déjà, il faudrait qu'on l'ait en médecine vétérinaire, mais pourquoi pas un jour. Ils ont déjà été décrits, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis normal, extrasystole ventriculaire. Donc au début, il a fallu faire un travail humain de description. Et en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué qu'en 2 jours de travail, il a filé tout ça à sa machine, il a utilisé des méthodes qu'il nous a expliquées auxquelles j'ai rien compris, et j'espère que vous non plus, sinon je me sentirais bête. Juste transformé de Fourier, ça m'a dit quelque chose, mais je ne sais même pas quoi. Et au bout de 2 jours, il a un logiciel qui a appris par lui-même, et c'est là où je fais référence au choix dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire qu'il n'a donné aucune règle au logiciel. Il lui a dit démerde-toi pour trouver les points communs entre les V et les points communs entre les N. Il y en a 6600, le set qui lui a servi à apprendre, et après il a vérifié son hypothèse sur les 2200 autres, et ça lui a permis d'améliorer et de diminuer le taux d'erreur. Et en 2 jours de travail, il est capable d'avoir ce résultat de sensibilité et de spécificité, donc la machine peut interpréter l'électrocardiogrammes. Donc vous comprenez les enjeux, base de données, à noter, apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle le machine learning, je pense que Christophe nous en parlera, et un résultat. Alors, la vidéo d'après, c'est le travail qu'il a fait réellement, ça c'est un exemple pour illustrer, qu'il a fait sur un outil donc, qui est commercialisé. L'électrocardiogramme aujourd'hui est un signal parfaitement caractérisé, c'est-à-dire que des règles. Maintenant, on va aborder un signal qui n'est pas tout à fait complètement caractérisé. C'est un signal qui est émis par les guêtres connectés d'aide au diagnostic de la boiterie, donc des guêtres EKICO, et qui mesure justement la tension du couple fléchisseur superficiel et fléchisseur profond chez le cheval. Cette tension est corrélée à la charge appliquée aux membres, et donc là ça va être compliqué, il n'y a pas de pointeur et il n'y a pas de micro à emporter. Donc là on observe une mise en place. En gros, la pression augmente ici, première fois, et après la deuxième fois, il y a un deuxième truc de pression. Et enfin, une petite impulsion qui précède la décharge complète du membre lorsqu'il quitte le sol. Donc, on obtient un signal qui est nettoyé avec une foulée moyenne, et à partir de ce signal, eh bien, à nouveau, il faut... Et à partir de là, eh bien, il faut à nouveau fabriquer des descripteurs pour la machine. Et là, comme c'est un signal qui est un peu nouveau, qu'on ne connaît pas, eh bien, on veut garder la main. Et ces descripteurs, eh bien, on va les créer nous-mêmes. Ces descripteurs qui sont fabriqués par l'homme à la main et qui font appel du coup à la créativité. Donc évidemment, il y a des descripteurs évidents, les coordonnées... Hop. Ouais, en fait, moi, ça va. Alors, je suis désolé, c'était comme ça, mais... Et puis, des vecteurs correspondant à la dynamique de mise en charge, la dynamique de décharge, etc., etc. Et en tout, une 60aine de descripteurs. À partir de ces descripteurs, on passe au machine learning, et là, on se pose la question. Une boiterie, finalement, chez le cheval, chez tout le monde, c'est un type de démarche particulier.
Et on se pose la question, est-ce qu'on peut être plus fin et finalement identifier un type de démarche particulier chez chaque cheval? Donc là, l'expérimentation consiste à prendre 12 chevaux, à les faire marcher au trot, sur du sol dur, sur du sol mou, donc avec des conditions très variables, et de demander au machine learning s'il est capable de reconnaître le cheval à qui appartient un enregistrement. Et là, c'est assez surprenant parce qu'avec 92,2% d'efficacité, eh bien oui, la machine est capable de reconnaître le cheval qui marche. Il y a 12 chevaux, donc si on faisait une prédiction au hasard, on aurait une chance sur 12, à savoir 8%. Donc avec 92,2%, on fait 11 fois mieux que le hasard. Si on veut essayer d'être plus fin, on va se poser la question de savoir est-ce que les guêtres sont capables de reconnaître le type de sol sur lequel le cheval évolue. Et là, alors, on obtient 89,5%. Donc on peut se dire c'est pas mal, mais finalement on a deux modalités, on a un sol dur, un sol souple. Ça veut dire qu'on a une chance sur deux de donner la bonne réponse au départ, sans rien faire. Donc c'est peut-être pas si bien que ça. Et bien c'est pas trop mal que ce soit pas si bien que ça, parce que ça permet de remettre en cause eh bien, les premières conceptions initiales du projet. Et en l'occurrence, les descripteurs. On va se dire, ok, moi j'ai fabriqué mes descripteurs, mais est-ce qu'ils sont optimaux? J'en sais rien. Donc là, on va demander à la machine de fabriquer ses propres descripteurs. Et là, pour cela, j'utilise un petit réseau de neurones appelé autoencodeur qui permet de faire rentrer les quelques milliers de données du signal initial et de les comprimer dans un petit espace de 40 données. Ces 40 données représentent finalement le résumé du signal, et à partir de ce résumé, il est possible de reconstituer le signal initial. Aucun intérêt de reconstituer un signal initial, on est bien d'accord. Par contre, ces 40 données, ce sont nos 40 descripteurs. Et avec ces 40 descripteurs, eh bien, l'efficacité du modèle monte à près de 93%. Alors, quel est le point commun entre cette expérimentation et la précédente? Eh bien, c'est que dans les deux cas, c'est la machine qui crée sa propre représentation du signal médical, sa propre représentation de la réalité, soit à partir des onglets, soit à partir d'un auto-encodeur, et bien sûr, il existe bien d'autres stratégies. Alors, voilà, j'ai fini avec les vidéos. Je pense que vous avez compris l'intérêt, hein, c'est de vraiment appliquer un cas pratique. maintenant, on va... Alors, du coup, je vais finir avec 3-4 diapositives sur des choses qu'on trouve concrètement aujourd'hui sur le terrain, ou en tout cas quasiment sur le terrain en expérimentation finale. Il existe des outils d'analyse de la toux des porcs qui reconnaissent, donc vous avez maintenant compris ce que c'est qu'un traitement de signal, hein, qui arrive à identifier quand est-ce que les porcs se mettent à tousser dans une porcherie, est-ce que la toux est plutôt sèche ou plutôt grasse, et à alerter l'éleveur en cas de toux. Alors on savait mesurer l'humidité, on savait mesurer la température, ça c'était assez facile, c'était des capteurs binaires. Reconnaître ce qu'un humain ne savait que faire au début, c'est-à-dire est-ce que ça tousse ou est-ce que ça tousse pas quand on rentre dans le bâtiment, aujourd'hui c'est capable d'être fait. Il y a un stéthoscope, alors il est sorti, c'est Merck qui l'a sorti et je suis content qu'il soit là parce qu'ils vont peut-être pouvoir nous en parler, ou pas. Aux États-Unis, c'est un stéthoscope qui s'appelle Whistle qui va être capable de vous dire si votre bovin a une pneumonie, une bronchopneumonie ou une pathologie quelconque respiratoire avec ce stéthoscope qui s'appelle Whistle, à condition d'être à quelques mètres de votre ordinateur, et en 8 secondes, il transfère le signal et vous avez une interprétation du signal sonore. Donc ce qui était une qualité humaine, hein, l'ouïe, on disait, on palpe, on sent, enfin on a un ressenti, ben voilà, l'analyse du signal, c'est celui-là. Alors c'est des choses que vous connaissez déjà, quand vous parlez à Alexa, c'était déjà bluffant, mais maintenant on est habitué de lui raconter sa vie, de lui poser des questions et qu'il nous comprenne. Du coup, ils sont capables de comprendre plein d'autres choses. D'autres types de signaux, vous avez ici... J'ai remis mes cordes, je me suis trompé dans mes diapos, je suis désolé. Vous avez ici un poulailler avec des poules. Alors vous allez me dire, c'est intéressant, sauf qu'une poule qui est debout, elle est ronde, et une poule qui picore, elle est ovale. Donc simplement, le nombre de ronds qui se transforment en ovale par seconde, ça donne l'intensité du picorement, picorage, je ne sais pas trop comment on dit, et ça montre si la poule est en train de manger ou en train de boire. Donc on peut analyser plein de choses sur ces photos, on peut analyser la disposition des poules, est-ce qu'elles sont froides, est-ce qu'elles sont chaudes, est-ce qu'elles sont près des mangeoires ou près des chauffoirs, et est-ce qu'elles ont un taux d'appétit qui est bon. Donc vous voyez qu'avec une simple caméra, qui n'est pas une bonne caméra en fait, puisqu'on ne reconnaît pas les poules, mais plutôt un signal qui se transforme, on arrive à faire des choses médicalement intéressantes. Vous avez une boîte, alors je les ai repérés il y a 10 ans, j'étais allé les voir à Buffalo, le lait passe en fait là-dedans, et avec un rayon lumineux, c'est pas un laser, c'est un rayon lumineux, ça diffracte la lumière, et ils reçoivent ça, et ils analysent l'image. Alors c'est une image, quand vous la regardez, ça ressemble à rien. Je peux vous dire, c'est un peu comme la première fois que vous voyez une échographie, vous voyez rien, puis après on apprend à voir des choses dessus. Là on ne voit jamais rien, par contre la machine, on lui a dit, bah, regarde, on t'envoie 10 000, 100 000, 1 milliard d'échantillons de lait,
Et là, on te dit qu'il y a tel taux butyrique, là, on te dit qu'il y a tant de cellules, là, on te dit qu'il y a tant de germes ou un antibiotique. Et en fait, elle arrive à prendre les points communs entre les images que nous, on ne serait pas capable d'identifier. Et du coup, à faire de l'analyse en direct du lait. Analyse qui ne coûte plus rien, puisque c'est un signal lumineux, il n'y a plus de consommable. Et analyse qui se fait quasi en direct. Alors évidemment, la puissance de calcul de l'ordinateur ne permet pas de le faire dans la ferme, donc ça doit être envoyé et renvoyé, mais 1 heure après, à chaque traite, l'éleveur il a un contrôle laitier complet de chacune des vaches. Et on peut lui apprendre à analyser ce qu'on veut. On peut lui apprendre à détecter de la progestérone, on peut lui apprendre à détecter des microbes, des antibiotiques. À partir du moment où on a un nombre d'échantillons suffisant, et ben la lumière va se diffracter à un moment sur ces molécules et faire des représentations que la machine peut détecter. Petit bémol, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus, je ne les ai pas encore vus le commercialiser. Donc je ne sais pas où ils en sont et si ça va marcher. Deux choses que vous connaissez peut-être, qui sont eux dans nos cliniques. Alors le CDVU depuis un bout de temps, qui est la reconnaissance d'image, donc qui reconnaît les calculs. On aura potentiellement un gros enjeu sur la bactério, je pense, pour les laboratoires d'analyse, et l'anapat. La reconnaissance d'image, anapat ou bactério, je pense que ça va être très vite automatisé et fait par des logiciels, parce que la reconnaissance d'image est assez aboutie. Et cet appareil de Zoetis qui s'appelle Imagist, qui permet de reconnaître les œufs sur de la copro. Donc vous mettez votre échantillon, moi je suis véto-rural, ou en équine, on met ça là-dedans, et 30 minutes après, on a des œufs et des stroncs ou des divers parasites qui sont analysés. Deux autres logiciels que vous trouvez, que vous connaissez peut-être, Picoxia, qui permet de vous envoyer votre radio, et puis, alors ça marche que sur le thoracique pour l'instant, mais ça vous donne une interprétation, ça vous donne des hypothèses diagnostiques, donc là vous avez une opacité broncho-interstitielle, avec des pourcentages prédictifs. Et puis à Lyon, il y a Vetaria qui s'est lancé là-dedans, qui voulait faire de l'imagerie de l'œil. Alors pareil, je crois que c'est pas commercialisé encore, ça fait un peu de temps qu'ils en parlent, je ne sais pas où ils en sont de la qualité du produit, mais vous aidez sur une image d'œil, une image de fondée. Pourquoi ils bossent là-dessus? Parce que c'est assez standard un œil, c'est assez facile pour un ordinateur de reconnaître où est l'iris, où est la pupille, où est le... Voilà, c'est des images un peu types. En médecine humaine, en dermato, ça se développe beaucoup, on peut prendre des photos, il y a une reconnaissance. Donc là on a vu du signal, on a vu la photo. Juste vous dire qu'aux États-Unis, il y a déjà 13 logiciels qui ont été validés sans aucune étude clinique rigoureuse. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est un gros enjeu que d'être capable de valider ces outils-là. Pourquoi? Parce que comme il apprend lui-même, on ne sait pas comment il est fait, comme il auto-apprend, il évolue, et donc aller faire une étude scientifique sur quelque chose qui change jour après jour, c'est aussi compliqué que d'évaluer une personne. Elle peut progresser, régresser, et donc toutes nos méthodes standards d'évaluation se heurtent à une complexité qu'on n'arrive pas à... Donc on a obligé un peu de faire confiance aux fabricants, et ça c'est un gros souci pour l'utilisation. Pronosia, deuxième avis, ZAG, il y a plusieurs noms, vous connaissez certainement, vous en avez entendu parler, un logiciel où vous rentrez vos symptômes, et qui va voir dans la bibliographie, et qui est capable de vous sortir des hypothèses diagnostiques. Et évidemment, ce qui est sorti l'an dernier, ce qu'on appelle le large langage modèle, en fait, ce qui est nouveau, pourquoi on en parle beaucoup, c'est que c'est l'IA générative, c'est-à-dire que ça vous génère du texte. Autant avant, vous aviez juste des hypothèses diagnostiques, là, vous avez vraiment un texte qui a été généré. Alors, je voudrais juste finir en faisant un petit essai. On va avoir juste un petit bug, parce que je peux pas, mon ordinateur projette là, et on ne pouvait pas le connecter là, donc, mais je voulais tester avec vous ChatGPT, et je voulais vous proposer de lui poser 3 questions, juste pour savoir qui a déjà été sur ChatGPT. Alors la moitié, donc il y en a la moitié qui n'a pas été, qui n'a pas essayé. Alors on le fait ensemble, on va la poser, donc vous voyez, si vous voulez vous retourner, vous allez voir derrière, mais sinon je vais vous lire la réponse, c'est pas passionnant. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Alors je voulais poser une question d'un client qui appellerait son vétérinaire et qui va voir ce qu'il répond. Donc j'avais envie de lui demander, j'ai une chienne qui boit beaucoup, qui vomit et qui se lèche. Alors, j'ai essayé de vous lire la réponse. Je ne suis pas vétérinaire, mais je peux vous donner quelques informations générales qui pourraient vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre chienne. Cependant, il est important de consulter un vétérinaire pour avoir un avis professionnel. Boire beaucoup d'eau peut être un signe de plusieurs problèmes chez le chien, y compris des infections urinaires, des problèmes rénaux, du diabète ou des maladies hormonales. Le fait de vomir et de se lécher excessivement la vulve peut indiquer une irritation, une infection ou d'autres problèmes gynécologiques. Il faut consulter un vétérinaire, il pourra faire des tests appropriés, analyse d'urine et de sang, pour avoir la cause des symptômes. Il faut surveiller d'autres signes cliniques tels que la perte d'appétit, léthargie, fièvre ou changement comportemental. Ces informations sont utiles pour le vétérinaire, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé. Pas déconnant comme réponse. Pour une question, somme toute, alors il y a eu un petit bug un peu ce que j'ai mis vulve et chienne, à mon avis dans la question, ça ne lui plaît pas beaucoup, je trouve ça un peu borderline, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au-delà de cet aspect-là, voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées de questions?
Vous savez tout, vous avez pas envie de le challenger? Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a consulté et qui va demander l'avis, qui va dire le vétérinaire m'a donné tel médicament, a-t-il raison? Alors, sur quel diagnostic et quel médicament? Par exemple, une infection urinaire, le vétérinaire m'a prescrit Plédium. C'est de l'amoxicilline, la question? J'ai écrit, mon vétérinaire m'a prescrit de l'amoxicilline pour une infection urinaire, est-ce bien? Je ne suis pas vétérinaire, mais l'amoxicilline est un antibiotique couramment utilisé pour traiter les infections urinaires chez les chiens. Cependant, il est important de suivre les instructions du vétérinaire. Il faut surveiller la réaction de votre chienne à l'amoxicilline. Certains chiens peuvent présenter des effets secondaires tels que des troubles gastro-intestinaux, des réactions allergiques. Si vous remarquez des effets indésirables, contactez votre véto pour obtenir des conseils supplémentaires. C'est le mieux placé pour évaluer la situation de votre chienne, déterminer si l'amox est le traitement approprié. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Alors, il botte un peu en touche, il ne dit pas si c'est bien, mais par contre, il parle des effets secondaires. Il est calibré pour pas dépasser et pas faire de diagnostic. Mais la réponse, on ne peut pas dire qu'elle est bête. Elle est vraiment intelligente. Il faut lui accorder ça. Mais est-ce que dans 3 jours, on lui pose la même question, on a la même réponse? Alors tu peux même faire, tu vois, tu as un bouton en dessous qui s'appelle Regenerate Response. Tu peux lui redemander Parce qu'il s'enrichit. Il s'enrichit des critiques que tu peux faire. Donc il oscille un peu, tu peux lui demander la longueur de la réponse. C'est comme ça qu'on rajoute des articles. Alors, par contre, ce qui peut être amusant, c'est de lui poser. Moi, il oublie le vétérinaire. Oui, c'est ça. Je pense que dans 2 ans, 3 ans, quand il aura mieux. On en parlera demain, ça fera l'objet du débat, le vétérinaire de 2050. Vous voyez, je suis en train de faire du teasing pour la journée de demain. Ouais, J'aimerais qu'on lui pose une question absurde maintenant. Absurde. Petit bête, vétérinaire. Je vais écrire mon chien perd ses plumes. Que dois-je faire? Ça, c'est une bonne question. Donc il est important de noter que les chats n'ont pas de plumes, mais ils ont un pelage. Si vous observez une perte de poil excessive de votre chat, voici quelques éléments à prendre en compte. Les parasites. Parasites externes tels que les puces, acariens, poux peuvent provoquer une irritation de la peau, entraîner une perte de poil. Vous pouvez vérifier la présence de parasites en examinant le pelage de votre chat et en recherchant des signes tels que démangeaisons, points noirs, excréments de puces ou lésions cutanées. Si vous identifiez des parasites, consultez un vétérinaire. Allergies. Bon, je n'oublie pas tout, les allergies alimentaires, environnementales, les réactions allergiques aux produits de soins de nettoyage peuvent provoquer des démangeaisons. Problèmes de peau, les infections cutanées telles que les infections fongiques, les infections bactériennes ou les dermatites peuvent entraîner une perte de poils. Stress ou comportement de léchage excessif, les chats peuvent se lécher excessivement en réponse au stress, à l'anxiété. Si le comportement persiste, consultez votre vétérinaire. Il est recommandé de consulter un vétérinaire, etc. Assez structuré comme réponse, hein. Il y a quand même des causes très probables de perte de poils, et en plus, ils ne tombent pas dans le piège. Alors j'avais vu un piège, mais c'était il y a 1 mois ou 2, on lui demandait si c'était mieux les oreillers en plume de chien ou en plume d'avion, et là, il se trompait. A priori, c'est corrigé. Je n'ai pas retrouvé encore de questions pièges. Et Christophe va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut se tromper, parce qu'en fait, il ne comprend pas ce qu'il écrit. Timothée, Je passe la parole. voilà. Ben, écoute, merci Timothée pour cette dernière fois. Oui, on va. Le micro ne marche pas. Ah, le micro marche. Et donc, Christophe, on va profiter d'un docteur en intelligence artificielle pour savoir si l'intelligence artificielle est amie ou ennemie du docteur. Merci Christophe. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation et l'organisation. Alors je vais reprendre la zapette, si tu veux. Alors effectivement, moi je suis pas docteur en médecine vétérinaire, mais je voulais vous interroger, parce qu'en fait c'est le sens de mon propos aujourd'hui, c'est d'avoir votre avis, vous en tant qu'expert du milieu vétérinaire, c'est de savoir si le vétérinaire de demain sera humain ou pas. Et donc, ça va faire vraiment écho à ce qu'on vient d'entendre. Il faut que je prenne des roues. Moi, je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai essayé d'utiliser aussi ChatGPT pour... je ne vais pas vous poser la question de savoir qui connaît ChatGPT ou pas. Mais je lui ai dit à ChatGPT, on pourra expliquer en détail, on aura plein de moments pour le faire, en lui disant, moi je suis un beau vétérinaire, je bloque sur un diagnostic et peux-tu m'aider? Si vous lisez les éléments de symptômes que j'ai mis, alors j'y connais rien, donc c'est vous qui jugez, à votre avis, quelle est la bonne réponse à la question posée? On rappelle, l'objectif, c'est de savoir si le vétérinaire de demain sera humain ou pas. Je comprends un mot service. Hein.
mais pas les mots compliqués. Quel est votre diagnostic? Moi, je pose la question à ChatGPT, je vais donner les résultats des symptômes, et ChatGPT me répond. Ah, une chorégraphie pour le mettre. Alors, évidemment, on pourra rentrer en détail, mais il y a toutes les explications qui peuvent donner. Attention, je ne suis pas veto. Et ce qui est intéressant, je vais lui demander juste les éventuels diagnostics qu'il peut faire avec les maladies les plus probables sans explication. Pertinent, pas pertinent? Cet exemple-là, il vient d'un échange qui a eu lieu sur Twitter, qui était hyper sympa. C'est un Américain qui a dit moi, j'ai pas confiance dans ce que fait mon veto. Je vois les symptômes de mon chat, je l'ai soigné, mon veto n'a pas suivi les bonnes pratiques. ChatGPT m'a permis de le challenger et finalement mon chat est sauvé. Ça a fait pas mal de débats et c'est intéressant à plus d'un titre. Ça, c'est typiquement la chose qu'on développe à la Forge quand on crée des outils d'aide au diagnostic. Donc, je vous pose la question, votre intuition aujourd'hui, c'est est-ce que le vétérinaire de demain sera humain? C'est légitime de se poser cette question quand on voit ces textes-là, vu ce qui a été dit juste avant, c'est légitime. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer deux choses. D'une part, ce qu'est l'intelligence artificielle, et d'autre part, votre rôle là-dedans. Si j'arrive, voilà. Si je vous demande qu'est-ce que l'intelligence artificielle, maintenant les gens commencent à avoir quelques idées et quelques définitions, mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Et c'est extrêmement important de savoir d'où ça vient. Ça a été dit juste avant. Ça a commencé dans les années 50. Vous connaissez tous effectivement Alan Turing, celui qui a craqué les bombes Enigma. Alan Turing, c'était un ingénieur. Alan Turing, il s'est dit, au bout d'un moment, on arrivera à un tel niveau de complexité dans la technologie, dans la technique, qu'on fera des machines dont on ne saura pas distinguer si c'est un humain ou une machine si elle venait à converser. C'est pour ça qu'il a inventé le fameux test de Turing, et pour ceux qui ont vu le film Imitation Game, qui est de dire, ok, en supposant qu'on a un protocole où je ne vois pas si c'est un homme ou une machine, si j'interagis avec, est-ce que c'est humain ou pas? Ça, c'est structurant. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout question d'intelligence artificielle dans ces travaux, il est question, j'ai mis les mots en rouge, d'imiter l'humain. C'est-à-dire, en fait, c'est comme le turc mécanique, c'est comme le joueur aux échecs, c'est, au bout d'un moment, on va être capable d'imiter l'humain. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'Alan Turing, en bon ingénieur, il avait évalué la création de cette machine. Il avait mis, il faudra quelques années, une dizaine d'ingénieurs en l'aura. Si vous faites le moindre projet IT, vous en avez pour beaucoup plus cher et beaucoup plus long. Mais c'est intéressant. En 1955, John McCarthy, avec ses copains, ils font un colloque, les chercheurs, pour se réunir, ils créent des colloques. Ils se disent, finalement, les travaux de Turing sont intéressants, et on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre en place ce type de machine? Le coût marketing génial de McCarthy. Je suis capté. Allô, merci. Le coup marketing génial de McCarthy, c'est que dedans, il parle de plein de choses, et uniquement dans le titre, il met intelligence artificielle. À aucun moment, il définit ce qu'est intelligence, à aucun moment, il parle d'intelligence artificielle, mais au moment d'envoyer le papier, ça part comme ça. Et il écrit dedans que l'intelligence peut en principe être décrite avec une telle précision qu'une machine peut être construite pour le simuler. On parle d'imiter, après on parle de simuler. Là, je vous parle dans les années 55. Il n'y avait pas d'ordinateur. On parle de mathématiciens, on parle de logiciens. Et donc les gars, ils ont commencé à créer des colloques, à se réunir et à chercher, de se dire, mais comment on peut imiter l'intelligence humaine? Et là, il y a plein de voies qui ont émergé. Et on a entendu parler du machine learning tout à l'heure, qui est le fait d'apprendre des modèles à partir des data. Les réseaux de neurones, il en parlait déjà dans ce papier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait déjà des mathématiciens qui se disaient, tiens, on suppose que le cerveau fonctionne avec des neurones qui transmettent de l'information, donc si je fais un modèle mathématique, je pourrais le recréer. Et en fait, on a eu deux voies qui sont affrontées quand on fait la guerre. On a l'IA dite symbolique, qui est le courant aristotélicien, qui est les gens qui disent, ok, si je veux simuler l'intelligence, c'est simple, il faut que j'écrive le monde et toutes les règles qui le régissent. Alors ceux qui ont fait un peu de techno, un peu de technique, ils ont peut-être entendu parler des systèmes experts, des systèmes à base de règles, des ontologies, des thésaurus et autres. Ça, c'est le premier champ de l'IA symbolique. De l'autre côté, on a ceux qui ont travaillé sur les réseaux de neurones, sur les approches dites statistiques. Ils se sont renommés entre eux les débraillés, parce qu'eux, ils ont dit, non, on ne va pas modéliser le monde, c'est trop long, donnez-nous suffisamment de data, on a créé des modèles à partir de ça. Ces modèles, ils n'ont pas d'intelligence, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le CG, c'est donnez-moi plein de data, dites-moi ce qui est bon, pas bon, et je vais faire un modèle automatiquement. Et les deux sont toujours affrontés, mais c'est un pur jeu intellectuel. Tout ça pour vous dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, on est passé de comment on peut imiter le comportement humain, comment on peut le simuler, et la définition la plus communément admise aujourd'hui, c'est on veut s'inspirer des capacités humaines pour résoudre le problème complexe. En fait, avec cette définition, vous voyez bien que plein de gens peuvent mettre l'intelligence artificielle sur leurs produits. Dès l'instant où vous dites je veux simuler un comportement intelligent, c'est l'IA. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas un domaine scientifique en tant que tel,
C'est plutôt une mission où il y a plein de gens qui viennent travailler dessus. Les mathématiciens, les informaticiens, les logiciens, les philosophes, les artistes. C'est pour ça que tout le monde s'empare de ce sujet. C'est de se dire, mais finalement, comment on peut assembler des techniques et des technologies pour rendre une machine a priori intelligente. Mais vu que, je pense que, hop, je vais trouver où il faut appuyer au moment. Ouais, je vais quand même vous laisser avec la définition de l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut une vraie définition. C'est celle qui a été donnée dans le journal officiel de 2002, parce que oui, si on veut légiférer sur ce qu'on fait avec l'IA ou pas avec l'IA, il faut la définir. Donc ça, c'est ce qui va ressortir dans les dîners mondains. L'IA, champ interdisciplinaire théorique et pratique, qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines. Elle n'est pas fausse, cette définition. Je me permets de la vulgariser. Champ interdisciplinaire théorique et pratique. Ben, c'est plein de courants, comme je vous l'ai dit, des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, qui essayent de comprendre les mécanismes de la cognition. Ça rejoint ce qui a été évoqué juste avant, c'est a priori comment fonctionne le cerveau, a priori c'est quoi être intelligent, qui s'en inspirent pour recréer ça de manière matérielle ou logicielle à des fins d'assistance ou de substitution. C'est, une fois de plus, c'est ce qu'on dit, c'est intégrer plein de technologies, plein de techniques pour simuler l'intelligence. Donc, un gros abus de langage, c'est de dire une intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est utiliser plein de techniques comme des Legos pour les assembler. Bon, ça, c'était la partie un peu rabat-joie, mais... Ouais. Un petit focus sur ChatGPT. ChatGPT, tout le monde quasiment a entendu parler. Bon, à partir d'aujourd'hui, 100% des personnes dans cette pièce ont entendu parler. C'est des exploitations d'un, ce qu'on appelle un LLM, des grands modèles de langage. C'est des techniques qui est dans le machine learning, c'est-à-dire qu'on donne plein de données d'exemples, on va construire un modèle, à partir de ça qu'on va exploiter. Ce que fait le LLM, c'est de regarder des co-occurrences de texte. Là, ce que je vous présente, c'est de dire mais comment ça marche un système d'une IA générative de texte qui s'appuie sur des LLM, c'est de dire bah, si j'ai une phrase qui commence par « le chat est sûr », ça c'est l'entrée, statistiquement, on va dire bah, peut-être plutôt le tapis, la chaise et la table. Pour arriver à cette réponse, pas besoin d'être intelligent. Si vous ingérez des téraoctets de texte, vous allez avoir statistiquement ce genre d'informations. Ce qu'il faut comprendre, que dans ces LLM, il n'y a aucune intelligence au sens de conceptualisation, il n'y a aucune intelligence sur le concept d'un objet posé sur un autre, il n'y a aucune expérience là-dedans, c'est juste statistiquement. Donc quand, tout à l'heure, on a fait les tests avec ChatGPT, il n'y a aucune compréhension de ce qui est en entrée, c'est juste que statistiquement, si je le rends 2 plus 2 égale, il va compléter avec 4, parce que dans l'ensemble des textes qu'il a, bah, statistiquement, c'est la réponse la plus probable. Ce n'est qu'une distribution de texte. Le principe des LLM, la théorie sous-jacente, ça date des années 60. Le fait d'avoir une distribution, sauf que dans les années 60, ils n'avaient pas les matériaux pour le faire. Pour vous montrer à quel point le LLM n'a pas de connaissance, à quel point le LLM n'a pas d'intelligence, je m'ai demandé hier soir, je lui dis, cite le nom sans explication, ouais, je mets sans explication parce qu'à chaque fois, c'est un grand bavard, de 5 femmes qui ont été Premier ministre en France. Cette phrase, il ne la comprend pas, pourtant il me répond. Qu'est-ce que nous dit la réponse? Bah, la réponse, elle est pas mal, sa forme, elle est pas mal. Mais nous, être intelligents, on se dit, mais comment il peut être aussi bête? Il répète 2 fois le même nom, il nous sort un homme, enfin, ça nous semble aberrant. Et pour lui, un LLM, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune intelligence au sens de l'intelligence humaine. Dans le LLM, ce gros modèle de langage qui a été entraîné sur tout le corpus du web, quasiment Wikipédia, Reddit et autres, c'est finalement une représentation du monde qui contient des traces d'intelligence, mais il n'y a pas d'intelligence. Quand nous, par exemple, à la Forge, on travaille sur la médecine préventive et prédictive, la médecine prédictive, c'est de se dire, à partir des données qu'on va avoir, on va prédire ce qui peut possiblement arriver à une personne. On va prédire le risque pour le prévenir, dont la médecine préventive. Nous, on utilise plein de données. Alors évidemment, quand on utilise ce genre de système, on peut avoir des choses complètement aberrantes. Donc c'est pour ça que ça limite ces usages-là, mais il ne faut pas les exclure pour autant, parce que ça a beaucoup de vocations. Par exemple, nous, on se sert de ce genre de technologie pour lire automatiquement tous les résultats de biologie. Ça marche super bien. On pourra en parler, c'est des cas d'usage comme ça, c'est plutôt efficace. Ce qu'il faut retenir, à part que j'ai choisi de très mauvaises couleurs et que ça ne rend pas très bien sur cet écran, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de techniques et de technologies. Vous n'avez pas à maîtriser ces techniques et technologies. Mais ce que vous pouvez regarder, c'est vous dire, en fait, c'est autant de nouvelles capacités qu'on peut ajouter. Vous avez connu l'arrivée de l'informatique industrielle, de l'informatique bureautique,
dans vos cliniques. Là, c'est la même chose. Et finalement, ce que ces techniques permettent de faire, on parle souvent des 5 sens, même si j'aime pas ce nom, c'est que dès l'instant où vous avez des problématiques pour regrouper de la data, du clustering, pour prédire des valeurs, prédire des maladies, prédire ce que vous voulez, pour transformer tout ce qui est génération de texte, pour raisonner ou pour expliciter des connaissances, il y a des technologies pour ça. Ce qui est intéressant de voir dans ce schéma, moi je ne suis pas objectif, c'est moi qui l'ai fait, c'est de se dire, mais finalement, si j'ai un besoin de classification, parce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, le fait de classifier les ECG, ce que c'est une extrasystole ou pas, on peut utiliser plein de techniques différentes. Ce qui est important là-dedans, c'est de se dire, mais finalement, quel est mon savoir-faire, quel usage je veux en faire, quelle data j'ai pour l'utiliser. Et si, ça marche les bonnes mots. Là, je vous ai montré, sur ce diagramme, je vous parle des usages de l'intelligence artificielle que j'ai vus dans le domaine de la santé, au sens large. On a l'occasion d'intervenir sur pas mal de projets, et on a souvent ce biais de se dire, mais finalement, l'intelligence artificielle, comme l'ensemble des techniques, doivent aider le médecin. Or, je pense que c'est un biais contre lequel il faut lutter. L'intelligence artificielle a vocation à aider l'individu ou l'animal, les équipes médicales, les équipes R&D et les établissements. On néglige souvent les autres aspects, les poches de valeur. Je vais vous prendre quelques cas d'usage sur lesquels on a fait beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Tout ce qui est suivi de prescription, l'observance. Autre exemple qui a été évoqué tout à l'heure, toute l'analyse de données de capteurs, données d'imagerie, données de son, on travaille beaucoup avec le son, on a pas mal de choses assez intéressantes là-dessus. Tout ce qui est diagnostic assisté, comment on peut accompagner, nous on fait ça par exemple en ophtalmologie pour choisir les implants dans les chirurgies à cataracte, tout ce qui est diagnostic prescriptif, tout ce qui est prescription de parcours. Un cas d'usage qu'on voit beaucoup avec les LM, c'est toute la rédaction de notes. On l'utilise nous pas mal en médecine préventive, c'est le médecin donne ses éléments, ses observations, et après le système va rédiger toute une note sur comment le décliner. Bien sûr le médecin valide, je vous rassure, ou pas. Mais dès l'instant où vous avez la production, et en fait on passe nos journées à produire du texte, rédiger des mails, rédiger des rapports, l'intelligence c'est pas dans le fait d'écrire forcément, mais de savoir l'information qu'on veut partager. La découverte de médicaments, l'analyse de gènes, l'efficacité des soins, un sujet sur lequel on intervient beaucoup. Par exemple, nous on fait le Startup Studio pour les 15-20 à Paris. On les aide beaucoup parce qu'en fait il y a beaucoup de problématiques au niveau des établissements sur tout ce qui est triage, détection de fraude, automatisation, gestion de la tarification et autres. Il ne faut pas se dire que l'intelligence artificielle est limitée aux médecins experts. C'est en fait toute l'équipe médicale, son établissement qui peut tirer énormément de valeur. Tout à l'heure, avec un de vos confrères, je parlais de Doctolib. Doctolib a vocation à adresser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc on se doute bien que si on a toute la data et qu'on a des expertises, on peut aller très loin. Alors, normalement, vous arrivez à un point où vous en avez marre, peut-être, mais surtout vous dites, mais par où on commence? Et je pense que, et c'est ma dernière slide, qui est de se dire, mais finalement, par où on commence? Mais si vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, qui est de dire, mais en fait, l'intelligence, ce n'est qu'un moyen, l'intelligence artificielle, c'est qu'un moyen de simuler un savoir-faire, une expertise, vous devez tous vous emparer potentiellement de ces technologies et commencer par vos expertises et savoir-faire. Sans l'expertise, l'analyse des ECG, par exemple, sans expertise en amont pour faire cette classification, mettre les descripteurs, ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui a vraiment de la valeur, souvent on dit, ouais, la data, c'est le pétrole de l'IA. Mais le savoir-faire, c'est l'alpha et l'oméga de l'IA. Si on prend l'exemple d'AlphaGo, ce qu'ils ont fait, qui est une prouesse technologique, c'est bien les règles du jeu de Go qui étaient en amont. Vous qui êtes détenteur d'un savoir-faire, c'est ce qui va permettre d'utiliser cette technologie. Donc, c'est vous qui devez vous en emparer. Et ce que je disais juste avant, c'est que le point de départ pour penser à l'intelligence artificielle, c'est de se dire, mais finalement, où est notre intelligence, quels sont nos savoir-faire, pas uniquement les équipes médicales, toutes les équipes, et de se dire, mais est-ce qu'on a intérêt à le démultiplier? Et comment on le démultiplie? Et une fois qu'on a commencé à faire ça, ça va vous permettre deux choses. D'une part, d'identifier est-ce que vous avez des données ou pas. Si vous avez beaucoup de données, parfait, on va pouvoir faire du machine learning, entraîner des modèles et démultiplier votre expertise. Si vous n'en avez pas, on a des cas comme ça, on travaille par exemple avec des urologues sur l'aide de diagnostic. Ils n'ont pas toutes ces datas, mais par contre, ils ont un savoir-faire qui a été hyper explicité depuis des années. On va faire des systèmes qui permettent de faire de l'aide de diagnostic. Une fois que vous avez vos datas, vous avez votre expertise, on va choisir les technologies. Et en fonction de vos besoins, vous allez choisir les technologies, vous allez choisir les données à exploiter, celles à ne pas exploiter. Le point de départ, ce qui fait vraiment l'essentiel de la valeur, ce sont vos savoirs et savoir-faire. Et donc, moi je voulais vous poser une question, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous devez devenir acteur de tout cela? Sinon, à la question initiale, est-ce que le vétérinaire de demain sera humain ou pas? En fait, ça dépend de votre savoir-faire.
Et quand les techniques et technologies automatisent des choses simples, comme générer des images ou produire du texte qui n'ont pas de sens, comme demander les 5 premières ministres françaises, ok, dans ce cas-là, il peut être remplacé. Si par contre on a quelque chose de plus intelligent à faire, un programme CLIA peut vous aider. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ben, merci Christophe pour cet exposé riche et complet. Alors moi je vais poser une question un peu de béotien. On a tous eu des expériences dans nos cabinets vétérinaires de clients qui étaient allés sur Internet. Donc on est d'accord que par exemple sur Wikipédia, c'est l'expérience de quelqu'un qui va raconter quelque chose. On se disait tous, bah, heureusement qu'il y a Internet, parce que comme ça, ils racontent n'importe quoi et on paraît les sachants. Alors dis-nous, Timothée, ou dis-nous, Christophe, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle, avec une multiplication des datas, c'est une multiplication des expériences. Qu'est-ce qui fera que ces expériences sont certifiées et qu'on n'aura pas une réponse incohérente, comme on peut l'avoir parfois sur Internet, avec des témoignages ou des expériences sur lesquelles on n'a pas forcément confiance. Un peu pour bien nous situer la différence entre l'intelligence multiple, l'intelligence artificielle fondée sur une multiplication des datas et la machine learning, si j'ai bien compris, par rapport à ce qu'on trouve tous les jours d'expérience de nos clients sur Internet. Je te propose de répondre sur la différence entre intelligence collective et IA et te laisser sur la validation des modèles. Tu as parlé de Wikipédia et d'autres choses. Il y a deux champs à ne pas confondre. Il y a l'intelligence collective. Wikipédia est une encyclopédie où tout le monde peut contribuer. Il n'y a rien d'artificiel dans Wikipédia. Il y a juste des gens qui se relisent les uns après les autres. Et en fait, ça marche. Et ça a été démontré que ça marchait. J'avais fait un article dans le fil là-dessus. Sur quand vous êtes dans une foire et que vous essayez d'évaluer la longueur d'un poteau ou le poids moyen d'un sac, vous savez, et vous devez parier dessus. En fait, tout le monde se trompe un petit peu, et il a été démontré que si on fait la moyenne de toutes les réponses, on obtient à 0,1% près exactement la bonne hauteur ou exactement le bon truc. Et le gars faisait une expérience avec un pot de pâtes qu'il mettait devant, là, il disait combien il y a de pâtes dans ce pot. Et si on vous demande à tout le monde, les réponses vont varier de 100 à, je sais pas, 2000, et si on fait la moyenne, à 10 pâtes près, on a exactement ce qu'il faut dedans. Et il est démontré que la moyenne de l'intelligence et de la bêtise, du coup, enfin des bonnes et des mauvaises réponses, tombait pile dessus. Et Wikipédia marche là-dessus. S'il y a un gars qui écrit une connerie, il y en a d'autres qui vont relire, et si c'est plus pertinent, globalement. Et c'est ça qui fait la force de Wikipédia. Et les réponses sont meilleures que dans les encyclopédies, c'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui. Donc ça, c'est l'intelligence collective. C'est une autre notion que permet Internet, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. Et on s'en sert nous-mêmes. Enfin, honnêtement, Calvetto fait pour aujourd'hui ses propres recherches sur Google. Alors on se dit, et il y a même des articles qui ont montré que les chercheurs se renseignaient aussi via Google et lisaient Wikipédia, parce qu'aujourd'hui il y a des choses tellement pointues qu'on a tous à apprendre dessus. Donc c'est compliqué ça, ce sujet-là, et c'est très pertinent. Sur la validité donc, de l'intelligence collective, je viens d'expliquer. Sur la validité de ce qui est produit par l'intelligence artificielle, je vote en touche. Merci. Ça pose plusieurs questions. Ça pose la question déjà de la véracité. La notion de vrai et de faux, c'est super compliqué, parce que même des humains entre eux ne vont pas forcément être d'accord sur le diagnostic, la prescription. Donc déjà se mettre d'accord là-dessus. Je vous raconte une anecdote, j'ai eu travaillé par le passé avec le ministère des Affaires étrangères pour définir ce qu'étaient les droits de l'homme. Il fallait se mettre d'accord sur les notions des droits de l'homme, de les modéliser formellement. Le projet n'a pas abouti. Donc quand on essaie déjà de se dire, bon, on veut définir ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est bon, pas bon, déjà c'est souvent un échec. Ensuite, à la question, mais comment on s'assure que le système est valide? Quelque part, c'était un peu le sens de la question, c'est-à-dire, mais comment on s'assure qu'on ne fait pas n'importe quoi? Et là, c'est pas une question d'IA à proprement parler, c'est une question de design. C'est vrai avec toute technologie. Dès l'instant où vous déportez une forme d'autonomie ou une prise de décision dans des techniques et des technologies, eh ben, il faut se poser la question de comment on le contrôle, comment on s'assure en IA, on parle d'alignement, c'est comment on s'assure qu'on arrive à l'objectif. Et donc, si demain, on fait ensemble un produit, on se dit tous ensemble, là, ce soir, on arrose bien, on est content, on a gagné au bowling, on se dit, allez, on lance un produit. Il faut que dès le début, on se dise, mais finalement, quel est l'usage que l'on veut, quelles sont les limites que l'on se donne, et on choisira les technologies en fonction de cela. Je vous ai expliqué qu'il y avait deux voies dans l'intelligence artificielle. Il y a l'IA dite statistique connextionniste, ils s'appelaient les débraillés à l'époque. Donc ceux qui se disent, moi je vais apprendre à partir des datas. Et là, vu qu'il n'y a aucune intelligence, au même titre que dans le texte, il m'a sorti 5 premières ministres françaises, il peut nous sortir tout et n'importe quoi. Effectivement, le cas du chat à plumes, ça ne m'étonne pas que ça marchait à un moment. Et donc, c'est de se dire, est-ce qu'on veut cela ou pas?
Est-ce que c'est grave ou pas? Nous, ce qu'on fait par exemple dans nos produits, quand on utilise ce type de technologie, on le fait valider par un humain derrière. La complémentarité est intéressante et là, elle devient intelligente. Ou si on se dit, comme c'était le cas par exemple en médecine, dans certains domaines ou même dans le nucléaire, de se dire non, il faut qu'on puisse faire la preuve de ce qui se passe, on utilise des technologies dites symboliques, on va s'assurer que tout le système est vérifiable et qu'on puisse l'utiliser correctement. Donc c'est surtout une question de design, c'est une fois de plus l'humain qui dit quel est mon savoir-faire, quelle est mon expertise, où est-ce que je mets les limites. Ceci dit, il ne faut pas se priver d'essayer cela. Essayer de générer des rapports, essayer de générer des textes avec ChatGPT, c'est là où on peut trouver des nouveaux usages qui ont du sens. Par contre, débrayer complètement, c'est comme la voiture autonome. Sur autoroute, ça marche bien. Vous allez prendre des petites routes de campagne un soir de fête, vous avez des chances que la voiture ait des problèmes. Donc il faut tester, il faut expérimenter, et c'est à nous de définir quel est notre système de valeurs, quelles sont les limites et les usages qu'on en veut. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous pensez que ça va modifier un peu, vous pensez que ça va un peu modifier l'orientation des gens vers leur métier? Parce qu'aujourd'hui, on se disait, bon, pour être médecin, pour être vétérinaire, il faut avoir une certaine forme d'intelligence, parce qu'il faut avoir une forme d'analyse. Et on peut presque imaginer que là, cette forme d'analyse va être faite par les machines. Que feront les gens, entre guillemets, intelligents? Est-ce que ce seront eux qui, du coup, inventeront ces machines, vont coder ces machines? Enfin, forcément, ça va dévier un petit peu les orientations des gens. Enfin, il y a forcément des secteurs où il y aura encore besoin du cerveau humain ou pas? Alors, je resterai, mes camarades de jeu répondent sur la partie vétérinaire. Moi, je vais répondre sur la partie scientifique et technique. Évidemment, toutes les technologies influencent le monde. Bon, pas autant que la réglementation. Hein. Je pense que vous êtes dans un domaine où les changements politiques font qu'il y a plus d'influence. Mais ceci dit, la vraie question, et c'est un peu le sens de mon propos, en tout cas la conclusion, c'est à vous de vous en emparer. Et évidemment, le vétérinaire de demain, s'il refuse d'embrasser ces technologies, risque de passer à côté de grandes vagues de transformation. Et ce qui apporte la transformation, c'est aussi toutes les industries complètes qui sont transformées. Je ne pourrais pas parler spécifiquement du milieu vétérinaire, mais en santé, on trouve des grandes transformations, les acteurs qui se regroupent avec des business models différents, avec des outils, des technologies différentes, et évidemment, le monde et la pratique quotidienne est fondamentalement transformée. Et je pense pour le mieux, en tout cas pour la plupart, et en tout cas pour ceux qui s'en emparent. Ouais, pour la partie vétérinaire. Parce qu'on pourrait imaginer, du coup, passer moins de temps sur un cas que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous disiez que le système chinois avait passé son examen de médecine en 1 heure contre 10 heures pour un étudiant en médecine. Là, aujourd'hui, on pourrait imaginer faire une consultation en 5 minutes et non pas en 20 minutes. Et du coup, pouvoir soigner 4 fois plus de patients. On aurait juste à valider, finalement, ce que nous dit la machine, peut-être. Ou le contraire, où la machine validerait ce que toi tu dis. Voilà, on aborde un peu le sujet de demain, c'est-à-dire quel est le vétérinaire dans 25 ans et quel avenir on peut donner à nos jeunes qui veulent se lancer dans ces études. Je voudrais vous parler de la notion de création destructrice, parce qu'en fait c'est ça qui nous fait peur, c'est la blessure narcissique de se dire une machine va me remplacer. Jusqu'à il y a peu, l'automatisation, l'électronique remplaçait des métiers peu qualifiés. C'était le test de caisse, où les gens scannaient leurs trucs par leur code barre, c'est des éboueurs, c'est des balayeurs, les trucs dans les aéroports là, qui balayent tout seuls, donc c'était les métiers peu qualifiés. Là, ce qui nous fait peur depuis 1 an, c'est qu'on voit que c'est capable de produire du texte, et donc les avocats sont les premiers à baliser, et parce qu'il y a une culture aussi, nous on met 7 ans ou plus, pour ceux qui ont redoublé comme moi, à apprendre tout ce qu'on a appris à l'école, plus la formation continue, et tout d'un coup il y a une machine quand c'est plus que nous. Et si on regarde la littérature scientifique qui est produite chaque jour, chaque mois, ça double, je crois, enfin je ne sais plus quel est le côté exponentiel, mais il y a de plus en plus de recherches, c'est publié de plus en plus vite. Il y avait un gars qui avait dit, si je veux lire les résumés de tous les articles scientifiques dans mon secteur qui sortent chaque jour, j'en ai déjà pour 1 mois, pour lire tous les résumés. Enfin, vous voyez là, le non-sens. Donc il a possible d'avoir toutes les connaissances. Et, merci. Du coup, la machine, elle peut le faire. Alors c'est ça qui est frustrant, c'est que ça dépasse notre capacité d'ingurgitation de connaissances et d'appel. Alors on va se rattraper sur notre sens clinique, le fameux sens clinique, l'appel à l'expérience qui fait qu'on va de plus en plus vite. Et en fait, est-ce qu'aller de plus en plus vite, c'est pas juste avoir des schémas un peu plus rapides, des raccourcis, des choses qu'on authentifie, qu'on identifie justement comme l'image du chat? Est-ce que reconnaître une image de chat, c'est pas un sens clinique? Vous voyez, est-ce que c'est pas l'intuition de dire ouais, ça je vois bien que c'est un chat? Je sais pas pourquoi. Et pas quand on est devant un cas, on dit bah, ça sent l'insuffisance de je sais pas quoi, je le sens. On n'a pas fait la prise de sang, mais on voit bien qu'il y a un ensemble de trucs qu'on ne sait pas expliquer. Ben, on est en train de créer ça. Ben, la machine, finalement,
eh ben, elle aura aussi ce sens clinique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas, par ses propres, comment ça s'appelle, là, les repères dont tu parlais, par ses propres trucs référents qui s'est fabriqué, descripteurs, elle aura aussi ce sens clinique. Donc oui, ça remet en cause, et c'est blessant de se dire, est-ce qu'on va être remplacé demain? Alors, la question que tu poses, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ne pas être remplacé? Par quoi il faut qu'on remplace notre temps de travail? Parce qu'il faut qu'on apporte le côté humain, évidemment, la relation sociale et autres. Mais oui, ça remet en cause les professions de haut niveau. Le notaire, l'avocat, le médecin et le médecin. Et donc, on doit réinventer quelque chose. Et là, je n'ai pas la réponse, la veille collective. Christophe, ton avis? Le point hyper intéressant, moi que j'en tiens, c'est la blessure narcissique. Tu as raison, c'est effectivement ça. Deux, trois anecdotes. Socrate se plaignait de l'évolution des technologies en disant qu'on allait faire des gens paresseux. Saint Thomas d'Aquin avait détruit une machine de son collègue en disant c'est pas possible, c'est péché de vouloir recréer, de vouloir automatiser des choses. Et plus proche de ça, nous on a ChatGPT, tout d'un coup tout le monde dit il faut réguler, il faut pas faire, c'est mal, il faut en faire comment on appelle ça, mettre en pause pendant quelques temps le temps de réfléchir. Au Japon, ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette problématique de la blessure narcissique, de dire nous, on est l'être le plus avancé de la création, les plus intelligents. Les Japonais étaient les premiers à reconnaître une forme de langage chez les chimpanzés. Les Japonais étaient les premiers, ils sont animistes, donc ils sont les premiers à avoir des temps dédiés à des objets. Eux, tout de suite, ils ont dit, on met toutes nos datas à disposition. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se dit ça va nous remplacer, il n'y a aucun moment. C'est-à-dire que cette blessure narcissique, elle est dans nos cultures, elle est fondamentale. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on va se faire dépasser et donc se faire remplacer. Mais c'est juste une vue de l'esprit après. Et la bonne question, moi je trouve à chaque fois, et c'est l'occasion, c'est pour ça que je vous ai remonté à l'époque de Turing, c'est que les philosophes se sont vite emparés de ce sujet-là. Et c'est pour faire un peu de teasing pour demain, ils sont vite dit, mais si un jour c'était plus intelligent que les hommes, qu'est-ce qui se passerait et autres, et ça a mis le petit vélo en marche. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vit aujourd'hui, ça pose la question, mais c'est quoi l'intelligence humaine? Où est notre intelligence? Dans le fait de rédiger un mail de 15 pages pour expliquer à un fournisseur ou à un client qui n'a pas payé, elle est où l'intelligence? Moi j'utilise ChatGPT pour faire mes relances et autres. J'estime pas avoir d'intelligence là-dedans. Ça renvoie vers la question de la calculatrice. Pendant un temps, on se disait, il ne faut pas de calculatrice dans les écoles parce qu'on va faire des enfants moins intelligents dans le calcul mental. Bon, on a tous une calculette, on l'utilise, à quel moment on s'arrête? Et là, ça renvoie vers la volonté individuelle et de mettre la limite où on veut, en fait. Mais il me semble essentiel de se poser la question de ce qu'on veut faire et de s'emparer aujourd'hui et maintenant de ces questions-là. Sans se poser la question de remplacer, et de se dire, mais finalement, où est l'intelligence? Quelle intelligence on veut développer et où on va? Oui, Jean-Jacques, une question? Oui, une question en fait. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est validée par l'intelligence humaine d'une certaine manière au niveau scientifique, puisque pour valider que l'intelligence artificielle fait le bon diagnostic, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière qui valide que ce diagnostic est bon. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une forme d'intelligence collective entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, ce sont là aussi de bonnes questions. Sur la complémentarité, c'est évident, la technique et la technologie est au service de l'homme, donc en fait c'est forcément la complémentarité. Quand nous, par exemple, on fait des systèmes diagnostiques, c'est effectivement un travail collectif. Sans data, sans l'expertise, sans le fait de valider, on va dans le mur. ChatGPT, si on ne l'entraîne pas, on utilise nous d'autres LLM, c'est le modèle de langage qui est sous-jacent à ChatGPT pour d'autres usages, où ils sont complètement débridés, ça sort tout et n'importe quoi. Mais c'est la machine à bullshit, comme on dit, et c'est volontaire, c'est pas péjoratif. Mais il y a des usages où c'est intéressant, en créativité, quand on cherche de nouveaux produits, des nouveaux designs et autres, ça a beaucoup de valeur. Donc oui, la complémentarité est essentielle. Oui, c'est bien l'humain qui valide. Demain, vous prenez une voiture autonome, c'est bien l'humain qui décide ou pas de déléguer ça à une machine. Et c'est toute la question de tout système automatisé. J'imagine que dans vos cliniques vétérinaires, vous avez plus ou moins des dispositifs autonomes pour certains traitements, sans forcément de l'intelligence artificielle. Et au bout d'un moment, c'est bien vous qui validez l'usage, c'est bien vous qui voulez l'utiliser. Donc oui, c'est l'humain. La machine, elle est très bête en fait, dans cette idée que la machine voudrait remplacer l'homme, c'est une fois de plus, c'est très narcissique de penser qu'elle veut être plus intelligente que l'homme. Non, c'est nous qui projetons des trucs un peu bêtes là-dedans. Donc c'est juste quelle machine on veut utiliser, pourquoi, quel usage. Donc oui, sur la complémentarité, c'est évident. Après, sur l'intelligence émotionnelle, c'est censé être notre propre. Alors certains vont dire, oui, mais la limite de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'expérimente pas. Dans le LLM, par exemple, j'ai finalement, en lisant tous les textes, en faisant cette grosse matrice de co-distribution des termes, j'ai une forme de représentation du monde
Mais cette machine, elle n'a jamais ressenti le monde. C'est-à-dire que cette machine, elle aura beau dire, bah tiens, si je fais un test dans ChatGPT en disant si je mets une aiguille sur un ballon, qu'est-ce qui va se passer, probablement que ChatGPT va me répondre que le ballon va exploser, mais il ne l'aura pas expérimenté. Alors que nous, humains, un enfant et l'autre, il aura une conception qui sera différente. C'est pas la même intelligence, c'est pas... Donc, le propre de l'homme et le propre de l'animal, je dirais, c'est de percevoir et de vivre. Et ça, c'est encore une frontière qu'on n'a pas dépassée dans les machines. Mais l'intelligence émotionnelle est évidemment complémentaire. En tout cas, nous, dans tous nos projets, on a une logique de complémentarité entre l'homme et la machine. Parce que c'est là où on va le plus loin, en fait. Parce que les machines restent des machines et ça ne marche pas dans 100% des cas. C'est-à-dire que vous faites des systèmes de diagnostic, d'analyse d'image ou peu importe, ça marche dans 95% des cas. Oui, mais il y a quand même 5% des cas où ça ne marche pas. Et donc, en fait, il faut le prévoir. La vraie vie, c'est toujours ça. En théorie, tout marche bien. En pratique, vous voyez avec le micro, la télécommande, c'est plus compliqué. Donc, on a forcément besoin des deux et chacun amène son intelligence. Et ça renvoie vers quelle est véritablement notre intelligence. Vous, en tant que vétérinaire, votre intelligence, c'est de faire un diagnostic. C'est le dialogue avec l'animal, le dialogue avec son propriétaire. Elle est où votre... Et donc, c'est toujours, moi, quand je commence à voir, je me dis, mais c'est quoi votre savoir-faire? Souvent, on pense à un savoir-faire technique, mais votre savoir-faire, il est infiniment plus grand que ça. La pédagogie, l'écoute, l'accompagnement, la stratégie, enfin, et ça, en fait, c'est tacite et on ne le valorise pas. Alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Tu veux compléter? Oui, enfin, quelle est notre intelligence? Moi, je dirais quelle est notre valeur ajoutée par rapport à ChatGPT. C'est vraiment de réfléchir à ce qui pourrait être remplacé par ChatGPT et ce qui ne pourra pas. Peut-être dans 10 ans, on reposera cette question avec un nouveau truc qui est sorti et qui sera capable de faire de l'émotion et de l'accompagnement humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'inquiétude est de se faire remplacer par ChatGPT et il y a des choses, des volants de notre activité qui ne seront pas remplacés. Donc, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont, on se demandait là, est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'utiliser ChatGPT dans leur clinique pour quelque chose? Non, moi, je n'ai pas essayé dans la clinique, je l'ai essayé à titre privé. Et justement, j'avais une question. C'est, j'ai cherché comment l'utiliser sur Google. Et du coup, j'ai tapé, voilà, et on m'a sorti des applications à acheter. Alors, je vais vous demander concrètement comment vous faites. Parce que j'ai trouvé des applications gratuites. Vous posez 2 questions, il y a la troisième, et je vous dis qu'il faut payer. Ouais, il y a très vite des arnaques qui sont montées. En fait, il faut trouver le site d'OpenAI. Et c'est le nom en français. Ouais, non, il est en anglais. Mais si tu poses la question en français, tu bascules dessus, il répond en français. Donc il faut trouver le site ChatGPT OpenAI, et ça ne doit pas être payant. Aujourd'hui, c'est gratuit. Je pense que demain, il y aura des modèles payants, évidemment. C'est en anglais, mais il faut poser la question en français. Il détecte la langue et il répond dans votre langue. Et il faut juste ouvrir un compte. Donc n'importe quel compte Google ou compte Microsoft permet de se connecter, et c'est gratuit. Il y a une application Et il y a une application officielle. Est-ce qu'il y en a donc dans leur clinique, je ne sais pas moi, pour faire des relances aux clients, pour faire des lettres de rappel, qui se sont dit, tiens, moi je dois avouer, hier soir, je cherchais à rédiger un texte de présentation pour un sujet que je traite en ce moment, et j'en avais ras-le-bol d'essayer de rédiger des trucs qui sont un peu du marketing tout venant, où on met toujours quand même un peu les mêmes choses, nous voulons faire les choses bien et proprement pour vous, etc. Je lui ai dit, tiens, donne-moi les valeurs pour mon idée, voir ce qu'il allait me balancer. Moi j'en ai appris 80%. Et c'est vrai que dans la rédaction de texte, bon, il a sorti un peu les idées, sauf qu'au lieu de me torturer à faire une phrase un peu originale, qui en fait n'avait pas plus que les autres, il a fait ça très bien, et j'ai trouvé ça très bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, Timothée, dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, avec le chien qui buvait beaucoup, qui se léchait, etc., on était quand même bien renvoyé vers le vétérinaire. C'est-à-dire, je me mets à la place d'un client qui pose sa question sur ChatGPT, il se dit, faut vraiment que j'aille voir le vétérinaire. Alors peut-être que c'est les précautions ultimes du ChatGPT, mais pour moi, on n'a pas encore de souci à se faire. Par contre, je voulais aller un peu plus loin, parce que quand le vétérinaire délivre un médicament, il a le lien de confiance, en principe, qui lui est donné par l'AMM du médicament, qui a validé un certain nombre d'effets et limité un certain nombre d'effets secondaires, et il a sa propre expérience. Donc, est-ce qu'on en sera un petit peu pareil, avec un résultat d'intelligence artificielle, pour que le vétérinaire ou le médecin puisse dire à son patient, en toute confiance, ce qui m'est dit là, je peux vous le certifier, première chose. Et est-ce qu'il y aura des organismes de certification des informations ou des réponses de ChatGPT qui pourront donner confiance à la fois au docteur et à son patient? J'adore cette question parce que l'intelligence artificielle nous amène à nous poser des questions qu'on ne se posait pas avant. On aurait dû se la poser avant. Je prends l'exemple à côté des voitures autonomes, on se dit il y a un accident qui est imminent, est-ce qu'il vaut mieux tuer le chauffeur ou le piéton? On ne nous a jamais posé cette question quand on était, nous, en train de passer notre permis. Pourtant, la question morale est la même.
fondamentalement est la même. Et donc la question, je la trouve hyper intéressante parce que moi, ce que je vois dans le milieu médical, c'est qu'on a cette impression et cette illusion qu'on a le médecin expert, omniscient, omnipotent, qui prend sa décision tout seul. Je ne vais pas donner de nom, mais souvent c'est l'équipe médicale qui fait le boulot derrière, où il délègue une partie de son pouvoir et de sa capacité à accompagner. Et donc, pour moi, c'est du même ordre. Et effectivement, là, on se retrouve avec le rôle du médecin, du vétérinaire, comme étant un tiers de confiance. Et effectivement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui m'apporte, quelle est sa garantie? Et je trouve que quand on commence à dérouler cette pelote-là, on arrive sur des vrais bons sujets, de se dire, mais quel est notre rôle, quelle est notre valeur ajoutée dans ce dispositif? Ok, on se plaint de ChatGPT, mais on a tous connu la vague de Doctissimo, où tout le monde allait se trouver toutes les maladies du monde avant d'aller voir son médecin direct. C'était déjà pareil, déjà on avait du contenu et autres, donc ça a re-challengé le médecin. Donc effectivement, il y en a qui vont embrasser ça et qui vont justement se positionner, qui vont avoir probablement de la pédagogie à faire par rapport à ça. Je vous invite à regarder ce thread sur Twitter sur ce gars qui avait des problèmes avec son chien. C'est que le dialogue avec son vétérinaire en fait était hyper intéressant parce que les deux étaient désarmés par rapport à ce qui se passait. Le propriétaire du chien avec un chien qui était malade, le vétérinaire avec quelqu'un qui voulait un peu perroquet savant, qui avait cité de Wikipédia et que lui était déstabilisé. Donc ça pose des questions de quelle est la chaîne de valeur, quelle est la valeur ajoutée, quels sont les rôles et quelle part on donne à la technique, aux humains et à la délégation. Mais je pense que c'est la bonne occasion de dézinguer ce mythe de il y a l'expert, le chirurgien, le médecin, le vétérinaire qui sait tout, qui décide tout seul, qui a toujours le temps. Non, la réalité, c'est que tout le monde court partout et on doit en permanence prendre des décisions avec jamais assez d'informations. Est-ce que tout à l'heure, tu parlais de... Vas-y, complète. Oui, je voulais compléter sur un autre mot que tu as employé qui est la confiance. Le client a confiance dans son vétérinaire. Est-ce que vous croyez que les gens ont toujours plus confiance en nous qu'aujourd'hui dans ces nouvelles technologies? Voilà, je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention parce que, et moi-même, je me pose la question, alors moi par exemple, je suis passionné d'aviation, je suis pilote privé et je sais qu'on partage cette passion, et il se pose la question aujourd'hui, il y a 2 pilotes dans les avions professionnels et on va vers le pilotage automatique. Et je suis intimement persuadé, comme pour la voiture autonome, que cette machine qui va piloter les avions sera meilleure qu'un pilote humain. C'est sûr, parce qu'elle aura engrangé toute l'expérience du monde, elle va réagir à la microseconde, elle ne sera jamais fatiguée. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura de temps en temps des accidents par erreur de programmation, il va falloir limiter ça, mais ça ne peut que aller vers le progrès. Les voitures autonomes montrent que les voitures Tesla sont plus fiables que n'importe quel humain. Je prends Tesla comme les autres. C'est juste qu'on n'accepte pas que la machine se trompe, par contre l'humain, ça arrive. Et donc moi aujourd'hui je fais plus confiance à une machine, je suis prêt mentalement, j'ai passé ce cap-là, je sais que ce n'était pas le cas avant et que ça sera peut-être pas le cas pour nombre d'entre vous aujourd'hui, mais ça va arriver. Donc cette confiance, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce mot-là parce qu'il va falloir qu'on fasse attention. Deuxième chose, l'expérience, tu as dit que j'ai mon expérience. Encore une fois, blessure narcissique, plus on vieillit, plus on se dit bon maintenant j'ai de l'expérience, ça va, je sais ce que je fais. On a été jeune au début, on a fait des conneries, on en fait moins. Donc on a le mérite d'avoir de l'expérience. On se rassure en se disant on vieillit, mais au moins ça apporte ça. Je suis désolé, ChatGPT, il a ton expérience, plus toute celle de la salle, plus toute celle de l'intrus. Et sur les effets secondaires d'un médicament, peut-être que toi tu y as été confronté une fois, mais lui il a lu tous les rapports de pharmacovigilance. Donc l'expérience accumulée, collective, va être quand même 100 fois meilleure que la tienne. Donc je viens de dézinguer la confiance que le client a en toi et l'expérience que tu as. Je suis désolé. Non, je suis volontairement provocateur, vous l'avez compris, mais c'est pour aller dans le sens de se poser la question. Je n'ai pas forcément les réponses. Jean-Jacques, une question. Oui, en fait, on vient de répondre à ta première question. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que ça fait peur? Ou est-ce que c'est une évidence? Là, vous êtes déjà du côté de l'évidence et vous êtes déjà en train de tempérer cette évidence en essayant de trouver des solutions pour faire cohabiter l'intelligence artificielle avec l'homme. Et en plus, la machine ne sera jamais morte. Ça, c'est pour les vétérinaires, ça. Non, après, tout à l'heure, Timothée, tu parlais d'intelligence collective. Est-ce que la bonne attitude, c'est pas ce que l'on fait en commun? C'est-à-dire ce que font les humains avec l'intelligence artificielle en mêlant toutes les analyses de data, de données, avec les expériences des uns, avec l'analyse, la communication qu'on veut faire, et donc de dire ce qui compte, c'est le collectif. Tu disais tout à l'heure que l'intelligence collective, on arrivait à trouver le bon poids à partir de plein de réponses. Est-ce que la vraie, la vraie confiance pour le patient, c'est pas de se dire, mon veto, il utilise
l'intelligence artificielle, il sait critiquer, il sait l'adapter, il sait la présenter, il a à la fois de la communication, de la pédagogie, et il peut prendre du recul ou critiquer quand c'est nécessaire. Ça me paraît essentiel et souvent je présente un support où je parle du cercle virtuel d'intelligence artificielle. Si vous nous avez suivis, on explique que l'intelligence artificielle, c'est un moyen de simuler des comportements intelligents. C'est-à-dire qu'on prend une expertise, un savoir-faire qu'on va retrouver soit dans la tête des experts, soit dans les datas, qu'on va transposer dans les algorithmes. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on ne se pose plus trop la question et c'est communément admis de se dire, bah, sur la base de ce qu'on fait, nos datas, on va entraîner des modèles. En fait, on oublie le reste. C'est le retour. C'est que ce que l'on est capable de faire nous dit aussi quelque chose de l'expertise. Je vais prendre un exemple. On a fait un produit d'aide au diagnostic à la lampe à fente pour les ophtalmos. Un diagnostic, vous savez mieux quoi, c'est des signes, des symptômes, des facteurs de risque et on arrive à une maladie. Une maladie est généralement définie par l'ensemble des signes, symptômes, facteurs de risque qui la définissent. En fait, on s'est rendu compte que statistiquement, il y avait des pathologies qui étaient mal découpées. En fait. On a vu d'autres pathologies qui commencent à émerger à l'usage. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, le fait de se dire, mais quelle est mon expertise, je la transpose et de voir comment ça fonctionne. Eh ben, on apprend des choses sur son domaine. L'exemple des descripteurs sur les ECG, ça permet de se dire, ah ouais, mais effectivement, cet élément est discriminant et signifiant, je ne l'avais pas vu. Ah ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit, moi, humain, sur mon expertise? Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça va même beaucoup plus loin. C'est quand vous utilisez ces outils, il ne faut pas être naïf, il faut être conscient des limites et se dire, mais qu'est-ce que ça dit sur ma pratique? Ok, j'utilise une calculatrice pour faire beaucoup de calculs, mais ça me permet de faire d'autres choses et d'apprendre d'autres méthodes de calcul. Donc en fait, il faut toujours être à la fois curieux, candide, mais pas naïf, et en permanence se dire, mais qu'est-ce que ça dit de ma pratique aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de ma pratique demain? Et c'est comme ça qu'on a cette complémentarité. Par contre, le jour où on se dit, tiens, je débranche mon cerveau et je délègue ça à une machine, là je pense qu'on est mort. Et surtout les générations les plus jeunes. Parce qu'en fait, on ne doit pas devenir paresseux intellectuellement. Le propre de l'humain, c'est de se dire, bah, je prends de la technologie, j'automatise, c'est comme ça que l'automatisation est venue, pour justement éviter des choses qui sont pénibles cognitivement ou physiquement. Donc si on ne s'entraîne pas à se challenger là-dessus, bah oui, ça va être une dérive forcément qui sera néfaste. Mais si on se dit, mais qu'est-ce qu'elle dit mon expertise? Ok, ces analyses de radio, qu'est-ce qu'il voit lui de signifiant? Nous, on le fait des fois sur des réseaux de neurones, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui a été signifiant dans la radio pour déterminer telle ou telle pathologie? Et on apprend plein de choses en fait. Enfin, les experts apprennent plein de choses. Donc, ah oui, mais j'avais pas vu ça, j'avais pas compris ça, et donc tout le monde grandit en fait. Alors, des questions, Nicolas? Non, je vais dire que tu grandis. Ça t'oblige de toute façon à grandir parce que les générations les plus jeunes, elles arrivent, elles sont déjà aguerries à l'intelligence artificielle et aux recherches qu'ils font avec elles. Et si toi, tu n'arrives pas à grandir et à avoir peut-être plus d'expertise, en fait, on n'est pas amené à avoir moins d'expertise pour pouvoir être discriminant par rapport à ce que tu peux trouver en ligne et sur ChatGPT ou autre, toi, tu vas devoir sortir encore plus les bonnes galères et être encore plus expert par rapport. Ils ont un niveau d'exigence qui est finalement là où on pourrait imaginer que c'est plus simple, ils sont encore plus exigeants, je trouve. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête. Qui utilise Waze? Est-ce que ça fait de nous de meilleurs navigateurs? Et donc en fait, c'est vraiment la posture qu'on a par rapport à ça. Moi, j'ai des enfants, je vois comment ils utilisent ChatGPT. Il y en a une, elle est en pilote automatique, ça crache chez le voir, nickel. Et l'autre, en fait, elle va challenger le truc. C'est deux enfants, à peu près du même âge. Vous les croiserez peut-être tout à l'heure. Vous direz qui est qui. Et il y en a une, ça lui permet de challenger son savoir et qui utilise d'ailleurs ChatGPT pour reformuler ce que dit le prof qu'elle n'a pas compris. Et donc en fait, c'est toujours une question de posture. Et de savoir finalement de se dire, mais est-ce que ce savoir-faire est critique pour moi? S'il est critique, je ne dois pas me laisser aller et donc je dois le challenger. Puis il y a d'autres trucs, on se met en mode automatique. Et pour moi, c'est le plus bel exemple. Wes répondant pas, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que j'ai complètement accepté de ne pas développer mon expertise de navigation et autres, quoi. Je suis un très mauvais copilote. Donc c'est une question de posture en fait. C'est pas de challenger l'intelligence artificielle, c'est que les clients te challengent en disant maintenant je sais qu'il y a l'intelligence artificielle qui va pas être à un niveau, il faut que tu arrives à. Les clients te challengent peut-être plus qu'ils te challengeaient avant. Avant c'était parole d'évangile. Oui, et on pourrait dire, bah non, ceux qui viennent voir avec ça, je ne les veux pas, vous ne manquez pas de clients. Après, non, je pense que c'est là où il faut vous poser, je pense, les bonnes questions, de se dire, mais est-ce que ça vient nous augmenter? Est-ce que ça vient nous remplacer? Est-ce qu'on veut chercher d'autres prestations? Je vous donne un petit exemple rapidement. Il y a une nouvelle personne qui est venue candidater à la Forge pour qu'on investisse dans son projet. Il est kiné. Il développe une technologie qui permet de valider les postures. Parce qu'il se dit, pendant le Covid, je ne pouvais pas accompagner ma patientèle, c'est un problème. Et puis il se dit, en fait, moi je préfère, quand je suis avec mon patient, discuter avec lui de la stratégie et autres, et puis s'assurer qu'il fait bien ses mouvements. S'il peut le faire à la maison, c'est tant mieux. Je trouve intéressant en fait. Donc c'est là où vous avez
l'ai eu devant vous, et si vous m'avez suivi, c'est vous qui devez en être acteur, en fait. C'est vous qui devez être acteur, qui devez choisir, qui devez penser les nouveaux métiers. On parle de médecine préventive, mais il y a plein d'autres choses, certainement, que vous avez envie de faire, vous savez faire. Vous pouvez le voir comme une opportunité de démultiplier ce que vous savez faire, ce que vous ne voulez pas faire et autres, mais ça vous appartient. Je voudrais rajouter juste un commentaire parce que je pense que tu abordes aussi le sujet du challenge qui, passé un certain temps en exercice, est assez fatigant. Généralement, quand on se projette dans sa vie professionnelle, on se dit je vais investir, j'ai de l'énergie, puis à partir de 30 ans, on a ses enfants, on dépense de l'énergie là-dessus, et à partir de 40-45, on dit qu'on a envie de se reposer sur ses lauriers, mais on a envie de profiter un petit peu de son expérience, de son acquis, de sa position sociale, etc. Il y en a qui sont toujours dans l'innovation, on les retrouve à 70 ans, hyper modernes, etc. Mais globalement, on a envie de se poser un peu. Voilà. Moi, je l'ai beaucoup vécu avec des clients agriculteurs qui se retrouvaient à 50 ans à ne plus savoir faire tourner leur ferme, parce qu'ils étaient dépassés par la techno et ça ne marchait plus. Il avait fallu évoluer. Et tous les jeunes autour, ça marchait bien, et eux, ils étaient en train de couler. Et il fallait leur dire, vous n'êtes plus adaptés à cette situation-là. Et ben c'est vachement dur, et ça peut être épuisant de se faire challenger. J'ai l'impression que c'est ce que tu voulais dire en disant il y a des jeunes qui sont exigeants, etc. Moi je me souviens, alors c'était il y a 10 ans, mais vous allez faire le truc, un jeune qui avait postulé dans une clinique où je lui avais recommandé, il me dit ah ouais, j'avais vu la petite annonce, mais il a une adresse en Wanadoo, jamais j'irai là-bas. Alors ce que je veux dire, c'est que ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, est-ce que si vous avez une clinique sans internet, est-ce qu'un jeune peut bosser chez vous? Et ben dans 3-4 ans, il y a eu le cas déjà avec deuxième avis, où des jeunes voulaient qu'il y ait deuxième avis. Est-ce que si dans 3-4 ans vous avez une clinique qui n'a pas un LLM, ils voudront venir bosser chez vous? Ou si vous êtes celui qui ne sait pas s'en servir, vous passerez pour un vieux con. Et alors, c'est bien de dire il faut y aller, il faut le prendre en main, mais il faut avoir l'énergie pour aussi. Et là, on rentre dans un débat social. J'ai une question sur... donc aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle est capable de composer avec l'existant, avec l'information qui existe, dont elle dispose. Est-ce que, déjà aujourd'hui ou à l'avenir, elle sera capable de faire des liens qui n'ont jamais été faits, des liens de causalité qui n'ont jamais été faits, et faire avancer les connaissances scientifiques, et potentiellement aider à faire des diagnostics qui, pour l'instant, ne sont pas possibles? Oui, alors c'est... Dans le schéma qui n'était pas très lisible, toutes les technos en droite, à droite, c'est les technos, les approches statistiques qui permettent de faire émerger des modèles sans classification a priori comme clustering, où c'est beaucoup utilisé en marketing. Donc ça permet de faire émerger des choses qu'on n'avait pas vues, comme tu l'as expliqué sur les descripteurs qui émergent. Pour autant, ça ne pense pas complètement en dehors du cadre. C'est là où on a une complémentarité homme-machine, c'est que ChatGPT est capable d'inventer une réponse qui est complètement farfelue, mais elle reste dans la génération de texte. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on assemble plein de systèmes pour essayer de penser en dehors du cadre. Ce qui marche le mieux, c'est quand même quand on compose homme et machine. Et quand on a des usages dans le milieu artistique de ça, ça reste vraiment intéressant. Après, la question, c'était de diagnostiquer des choses qu'on n'a pas vues. Oui, on le fait tout le temps, et le volume de data nous amène ça. C'est pas tant l'intelligence artificielle que beaucoup de données. La data science, qui est une des techniques qu'on utilise beaucoup en intelligence artificielle pour faire parler de données, qui nous permettent de faire émerger des choses. Mais bon, ça, quelque part, c'est vieux comme le marketing. La ménagère de moins de 50 ans, c'est issu des travaux qui ont été faits sur les data de consommation à l'époque. Donc là, on a fait émerger des modèles qui ont été validés par l'expérimentation, qui ont fait évoluer, etc. etc. Donc oui, c'est des champs qu'on essaye d'explorer, mais en fait, c'est assez décevant l'intelligence artificielle sur un point. C'est que quand on regarde ce que fait un chat GPT, étant donné qu'on va générer du texte, étant donné que le fait de parler, d'écrire, c'est le propre de l'homme, on confère à la machine des qualités humaines, on parle d'apprentissage automatique, on parle d'intelligence artificielle, de système expert, donc on pense qu'elle est intelligente, or elle ne l'est pas, en tout cas pas une intelligence humaine, et les demandes qu'on a, les besoins qu'on a sont beaucoup plus basiques que cela, en fait. Mais beaucoup plus basiques que cela. Donc c'est rare dans ma carrière où les gens arrivaient avec des trucs mais complètement dingues, genre on volait sur la Lune, quoi. C'est beaucoup plus terre à terre que ça, et donc la science-fiction est plus belle que la réalité. Vincent, une question? Je voulais revenir sur les craintes. C'est qu'au départ, il y avait quand même les craintes face à l'intelligence artificielle. C'était le premier problème qu'on voyait dans le questionnaire. La première, c'est a priori narcissique de perdre son travail. Bon, ok. Mais je voulais revenir sur d'autres choses, la sécurité, le piratage, tout ça. Quels sont les risques? Est-ce qu'il y en a? Et une autre, c'est l'indépendance. À qui ça appartient au plein avis? Est-ce qu'on peut être complotiste autour de ça ou... La sécurité. Vous l'avez vu avec ChatGPT.
on peut générer du texte et se faire passer pour des humains hyper facilement. Donc, tout ce qui est attaque cyber, avant on voyait des spams, on voyait que c'est des spams. Maintenant, on ne détecte plus que c'est des spams en fait. Il y en a plein qui disent ouais, j'aimerais bien faire un détecteur de texte qui a été généré par ChatGPT. Non, ChatGPT c'est moyennisant, donc le seul moyen de détecter qu'un texte vient de ChatGPT, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de français dedans. Donc en fait, ceux qui utilisent ChatGPT pour faire des attaques cyber ou pour faire du spam et autres rajoutent des fautes dedans pour que. Donc du coup, c'est. Donc oui, la sécurité c'est un vrai gros sujet parce que plus on complexifie ces briques élémentaires, ces briques de Lego, plus on les rend. On leur donne des capacités de s'interfacer avec l'humain, par le texte, par la voix, par... là, il y avait on parle des hallucinations de l'IA. Il y avait un exemple aux États-Unis, ils avaient fait un test avec ChatGPT, où le défi pour la machine, c'était de demander à des humains de résoudre les captchas. Et ChatGPT avait optimisé sa stratégie en parlant d'alignement d'IA, et avait demandé à la personne, tiens, en chat, peux-tu me résoudre ce captcha? La personne avait dit, si t'es un humain, t'as qu'à le lire. Et ouais, non, j'ai des problèmes de vue, je peux pas lire. Ah ok, donc la personne avait donné le captcha. Ça, on ne soupçonnerait pas qu'une machine invente ce mensonge à proprement parler. Alors, elle ne l'a pas inventé, tout est inventé pour ChatGPT. Donc oui, pour la sécurité, oui, évidemment, il faut être hyper prudent. Plus d'une entreprise sur deux en France, les cliniques, vous n'êtes pas épargnés, sont victimes d'attaques cyber. Et avec toutes ces capacités de traitement, d'analyse, de réutilisation de la data, il n'y a rien de plus simple. C'est de plus en plus simple. Après, la question de la souveraineté, ça c'est un autre vrai gros sujet. OpenAI, c'est une association initialement aux États-Unis qui a été fondée par plusieurs personnes, Peter Thiel, Elon Musk et autres. Elle est de droit américain. Elles ont puisé la data du web mondial, Wikipédia étant hébergé un peu partout, mais il n'est pas trop américain, mais plutôt du UK, pas mal d'autres forums. Donc ça pose la question de nos data. Quelqu'un qui vient vous voir en disant « je te rends un service contre tes data », c'est jamais un bon deal. Ça pose la question du choix de vos technologies. Je ne dis pas qu'il faut être... candide et naïf là aussi de se dire je veux que du français monsieur, parce que les LLM français, pour parler que des technos sous-jacentes, des trucs comme ChatGPT, ne sont pas au niveau de ce qu'a fait OpenAI, mais il faut toujours le faire en conscience. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme système de mail, effectivement Wanadoo n'est peut-être pas un bon choix. Peut-être que Google en est un bon, mais il faut toujours se poser la question où sont mes data, où sont mes technos et surtout quelle est la dépendance que l'on a. Si c'est pour gérer le mot mail, c'est pas très grave je pense. Si c'est pour gérer votre expertise, votre savoir-faire, c'est à mon avis beaucoup plus grave. Donc là, une fois de plus, c'est dites-vous quel est votre savoir-faire, quelle est votre expertise, quelle est votre singularité, et celle-là, il faut la protéger, c'est le saint des saints. Donc ça pose la question à qui ça appartient. Et sur les technos, la France se bouge, l'Europe se bouge. Notre président l'a annoncé, il fait un grand plan de développement de l'IA en Europe et en France. Il faut soutenir ce genre de démarche. Je sais que c'est compliqué. Si demain on vous dit arrêtez de consommer les Netflix, les Apple et autres, ça va être compliqué, on en est d'accord, mais peut-être que professionnellement, il faut faire des choix et commencer à soutenir ce genre d'initiative. En tout cas, les gens se mettent en mouvement, et c'est toujours une bonne question de se dire, mais d'où ça vient, qui est derrière? Mais la plupart des choses qu'on vous a montrées aujourd'hui, c'est pas français. Et les technologies en IA, c'est souvent des technologies qui sont peu de source et où il y a pas mal de boîtes qui ont contribué. Google, Facebook, avec Meta, ont énormément contribué, mais il y a très peu de choses françaises, malheureusement. Alors j'aimerais quand même que l'on réponde à cette question et qu'on soit un peu tous d'accord avec les différentes interventions, les différents questionnements, les craintes. Est-ce que, alors je vais proposer une réponse et c'est vous qui allez la valider, et surtout vous tous qui allez la valider. Est-ce que sur la réponse intelligence artificielle, c'est pas on a intérêt à être amis ou travaillons ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui pourrait... mettons-nous d'accord sur une réponse, je vous propose. Il y a une phrase qui me vient qui est mes amis, je sais qu'ils me détestent et donc je me méfie plutôt de mes amis parce qu'ils peuvent me trahir. Enfin, c'est dans le sens où ça peut être un ami qui peut nous trahir. Donc c'est cette espèce de duplicité qui me vient, dont j'aimerais parler. Mais la question, elle est volontairement, on ne peut pas y répondre. C'était les deux, évidemment. On peut travailler avec et une concurrence sur un certain pan de notre activité. Donc travaillons avec pour la maîtriser et l'intégrer. De même, c'était un peu comme les croquettes sur Internet. Il y en a qui ont dit non, jamais je vendrai des croquettes sur Internet. Qui n'en vend pas sur Internet aujourd'hui? Là, vous pouvez dire jamais je ferai de l'IA. Bon, je pense que tu ne feras pas de l'IA non plus. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Bon, tu sais, on pourrait dire confiance, mais avec un petit peu de méfiance. C'est ça. Une chose est sûre, c'est qu'il faut penser écosystème. Moi j'ai quelques cheveux blancs, comme vous voyez,
Il y a quelques années, on se disait, est-ce qu'on veut faire de l'IA ou pas? On veut tester, on faisait des labos. Maintenant, la question est plus de se dire, est-ce qu'on veut utiliser ces nouvelles technologies ou pas? On y va tous, franchement. Donc, si vous n'y allez pas, d'autres vont y aller. Et ça renvoie aussi vers la question de la souveraineté, c'est que, ok, quelle solution et quelle alternative on veut proposer? Donc, vous avez intérêt à être acteur, et quand je dis qu'il faut penser écosystème, c'est que on voit en ce moment des pans entiers de l'économie qui sont disruptés par d'autres acteurs qui viennent, qui ont des visions complètement différentes. On parle d'Uberisé, mais ce qui se passe en santé en ce moment, c'est assez dingue comme ça évolue, quoi. Il y a des tensions de partout. Le gros sujet, on n'en a pas parlé encore avec l'IA, mais c'est un truc qui est, à mon avis, génial à regarder, c'est les recrutements. La problématique du recrutement, la problématique du développement des talents, la problématique de la formation, la problématique de l'évaluation. À mon avis, c'est un sujet qui doit vous prendre pas mal de temps de cerveau. La technologie peut aider. En tout cas, si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui adressent ces mêmes problèmes avec ces technologies. Et ils ne sont pas forcément dans une clinique vétérinaire. Et donc, vous pouvez avoir des nouveaux entrants qui arrivent et qui viennent renverser la table. Donc, vous avez intérêt à appréhender cette bête, peut-être comme un animal, si je tente l'analogie, pour savoir ce que vous en faites et quel dialogue vous avez avec. Il faut l'apprivoiser. Bon, ben, un grand merci. Alors, Cécile, peut-être. Juste concrètement, demain, je veux mettre à l'IA dans le site. Je fais quoi entre les faut pas acheter, il faut se dire, moi je commence toujours comme ça, c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit ça, c'est quoi ton savoir-faire, c'est quoi ton expertise, qu'est-ce que tu veux renforcer, qu'est-ce que tu veux ne plus faire. Et en fait, le problème quand on travaille dans la data et l'intelligence artificielle, c'est qu'on a plein d'opportunités. Et tout d'un coup, on se retrouve comme dans un magasin de bonbons, on dit ça je veux, ça je veux, ça je veux. En fait, il faut se dire, mais c'est quoi dans 10 ans mon métier? Quel métier je veux faire dans 10 ans? Donc quel métier je veux faire dans 5 ans? Et quelle action je peux mener aujourd'hui et maintenant pour tendre vers cela? Pour tendre vers cela. Parce que, et là, tout d'un coup, il y a certaines choses qui disent, ouais, ça me paraît intéressant, mais ça, je ne le fais pas. Dans d'autres domaines, on parle de transformation digitale, mais c'est ça la question, c'est comment vous vous voyez dans votre clinique à 5 ans, et donc dans 1 an, et aller chercher les outils qui vont venir renforcer vos savoir-faire critiques, qui vont automatiser ceux qui ne le sont pas, et le penser comme ça. Vous devez penser à votre expertise, votre savoir-faire, comme un patrimoine immatériel que vous devez... Quand on parle de patrimoine immobilier, vous dites comment je le renforce, comment je le développe, comment je le transmets. Votre savoir-faire, votre expertise, rarement on le pense comme un patrimoine à développer. L'intelligence artificielle, c'est le moyen de renforcer, de le développer, de le partager, de le multiplier. Si vous pensez comme ça, tout d'un coup, il y a des voies qui s'ouvrent. Et puis après, on en discute. Merci Christophe. Jean-Jacques? Oui, moi il y a quand même dans ta présentation, Timothée, qui était très riche, un chiffre qui m'a frappé. Depuis 1990, on perd 0,33 de QI. C'est par hasard l'arrivée de la micro-informatique dans le monde humain. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? J'ai mis les hypothèses qui ont été dites par les chercheurs, j'en sais pas beaucoup plus. Surtout, effectivement, appauvrissement de l'enrichissement. Il y a aussi, je crois, scolairement, enfin pour le vrai que mes enfants, on doit leur apprendre tellement de choses qu'on a réduit le temps. On le voit sur l'orthographe, moi ça me fait halluciner le nombre de fautes qu'ils font. Mais on a divisé par 2 ou 3 les dictées, la répétition. Et on demande à simplifier l'orthographe. Est-ce que l'orthographe est un savoir-faire important pour demain? Et j'ai passé aussi ce cap-là, j'ai passé beaucoup de caps, ça a été très difficile, mais je me suis dit, est-ce que demain, ils ont besoin de savoir écrire sans faute d'orthographe? Réellement, au-delà de l'appréciation sociale qu'on en avait, en disant, de toute façon, si tu ne sais pas écrire, t'es bon à rien à l'école, mais est-ce que demain, ils ont besoin de savoir écrire sans faute? Si on arrive à dépasser ça en se disant, non, c'est plus un enjeu, c'est plus un savoir-faire crucial et fondamental, voilà. Donc on réduit certains champs d'enseignement. Alors est-ce que ça n'a été pas au détriment justement du développement intellectuel de différentes raisons? Peut-être. Il y a plein de raisons et il y a plein de gens qui étudient ça. Donc je n'ai pas plus d'explications que ça. Mais oui, probablement que c'est moins crucial de se développer intellectuellement parce qu'on bénéficie. Un grand merci Christophe, Timothée, parce que vous avez nettement anticipé une prochaine conférence où on verra qu'on est déjà dans la réalité de services d'intelligence artificielle ou d'objets connectés. Et on s'est déjà posé les questions du vétérinaire ou du médecin de demain. Un grand merci, puis grand merci à vous parce qu'on a franchement bien dépassé le temps de cette conférence.